Merci Monsieur Pignot. Bonjour à toutes et tous. On va peut-être commencer par chacun se présenter. Et puis ce qu'on a prévu, en fait, c'est quelque chose de plutôt interactif. Donc c'est certes une présentation avec des transparents pour un peu cadrer Orange et puis ce qu'on fait de manière assez courte. Et puis ce qu'on voulait surtout, c'est laisser la parole en fait à des gens d'Orange qui recrutent. Qui sont soit des managers, soit des ingénieurs en fait chez Orange, que vous puissiez, j'allais dire, vraiment discuter sur le fond des missions qu'on peut proposer. On se cale 1 heure, et puis après, pour ceux qui veulent rester un peu plus et discuter, on le verra. Pour l'instant, c'est une simple information. Voilà, on en est. Ludovic, Alors, bonjour à tous. Donc, Ludovic Bianco. Je suis chargé de recrutement à l'agence recrutement d'Orange. L'agence recrutement, c'est quoi? C'est tout simplement le cabinet de recrutement interne. On a un volume tel de recrutement qu'un cabinet de recrutement spécialisé a été créé en interne Orange. Et j'ai pour mission, pour les managers recruteurs, de faire tout ce qui est sourcing, les préqualifications. J'aurai peut-être le plaisir de vous voir le 17 avril, parce qu'on a fixé déjà une date pour tout ce qui est présélection. En vue d'un premier entretien de présélection pour intégrer Orange en alternance. Merci Ludovic. Walter. Donc, Walter Piève, moi je suis à la direction d'exploitation des plateformes de services. Donc ça fait un peu plus de 22 ans que je suis dans l'entreprise Orange. J'ai eu mon diplôme en 91 à une école qui s'appelait l'ICPI. Donc je pense que ça doit causer un certain nombre d'entre vous. Voilà. Donc elle est devenue la CPE. Voilà, donc j'ai plutôt un parcours, on va dire, technique et dans le management, avec une petite bifurcation quand même dans le monde entreprise, de la vente, de l'ingénierie d'affaires. Voilà, et donc je recrute plutôt sur des métiers, comme mes collègues de toute façon, techniques, dans les télécoms et l'informatique. Voilà. Bonjour à tous, Arnaud Cherblanc. Donc moi je suis à l'UPR, unité de pilotage réseau, donc on décrira un peu plus tard. Donc ça fait 10 ans que je suis dans le monde des télécoms. J'ai commencé chez un concurrent qui essaye aujourd'hui de racheter. J'ai fait une dernière offre de dernière minute. J'ai fait ça pendant 7 ans, donc j'étais ingénieur optimisation 2G, 3G. Et ensuite je suis passé chez Orange il y a à peu près 4 ans. Donc j'ai continué sur la 3G. J'étais chef de projet 4G et aujourd'hui je suis responsable de l'équipe ingénierie radio-qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai 2 pôles dans l'équipe. Une partie vraiment couverture conception. Donc aujourd'hui c'est la 4G. C'est amener la 4G au plus de monde possible. Donc, on étudie, on va sur nos sites, on réaménage et on apporte le service 4G. Et j'ai une deuxième partie qui est vraiment plus dans l'optimisation, où là, on a des plans de clients, on a ce qu'on appelle des points noirs, des dysfonctionnements. Donc là, l'ingénieur va traiter ce point noir avec il a des centaines de paramètres à lui de jouer le pont pour pouvoir résoudre cette souffrance. Voilà. Benjamin. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Préto, j'ai fait mes études à CPE Lyon comme vous, avec un parcours légèrement différent parce que j'ai fait 3 ans d'alternance en collaboration avec Orange. Voilà, actuellement je travaille chez Orange en tant qu'ingénieur télécom sur les réseaux 3G et 4G. Le but de mon service est d'exploiter le réseau, de réparer les problèmes qui pourraient apparaître et de tester les nouvelles fonctionnalités. Voilà, on en discutera un peu plus dans le détail plus tard, mais... Merci à vous 3. Et puis moi je suis Isabelle Prévost, je suis responsable des relations écoles sur Centre-Est, donc la région Rhône-Alpes et Auvergne. Et donc avec Ludovic, on s'emparera plutôt des aspects RH. Et puis Walter, Benjamin et Arnaud, plutôt cœur de métier, parcours chez Orange quand on est ingénieur. Voilà, alors pour poser le cadre d'Orange, même si forcément vous avez tous une idée de ce qu'on fait chez Orange, mais ça vaut le coup un peu de prendre 10 minutes pour se caler là-dessus. Évidemment que le numérique change nos vies. Alors j'allais dire, c'est pas à vous, un peu digital natif, ce que je vais le dire. Pour autant, quand on voit le nombre de milliards de cartes SIM connectées, quand on voit que 80% des entreprises utilisent des réseaux sociaux, notamment pour recruter, quand on voit en fait les partages qu'il y a d'opinions sur le net, et puis le nombre de visiteurs chez Facebook, on voit bien qu'il y a une transformation. Et quand on parle de vie numérique et d'accompagner le changement de vie numérique chez Orange, ça a effectivement du sens, ça a une réalité très concrète en fait dans le monde. Et chez Orange aujourd'hui, donc c'est ce que vous avez, alors vous pourrez les prendre après, on vous a amené à la fois une plaquette un peu globale,
le plan spécifique très haut débit, et puis un exemple, et ce n'est qu'un exemple de mission. Chez Orange, effectivement, on est un des principaux opérateurs européens du mobile et de l'accès Internet ADSL, l'un des leaders mondiaux des services télécoms aux entreprises sous la marque Orange Business Services. Acteur majeur de l'histoire des télécoms avec un passé riche, vous le savez, puisqu'on est issu historiquement d'une administration, on a complètement été transformé. On est aujourd'hui un des acteurs qui compte dans le monde des télécoms et nous inventons chaque jour des solutions et services pour que chacun profite au mieux des opportunités offertes par le numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'innovation chez Orange, c'est une réalité. On a des Fab Labs, on a effectivement un nombre de chercheurs assez conséquent, un nombre de brevets déposés chaque année. Effectivement, la recherche et développement chez Orange, c'est un peu un côté historique, ça s'appelait le CNET pour ceux qui ont cette appellation en tête. Donc il y a effectivement toutes les innovations qui sont en fait au service des usages de nos clients et du coup de la vie de tous les jours. Alors être Orange, ça veut dire quoi? Nous sommes donc 165 000, nous sommes 100 000 en France. Aujourd'hui, un peu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est fait à l'international et un peu moins de la moitié en France. Et il y a un peu plus de la moitié de nos salariés qui eux sont en France. Nous sommes la 50e marque mondiale. Nous avons 7000 points de vente. Nous avons 450 000 km de réseau et 236 millions de clients. Quand on voit 7000 points de vente, 450 000 km de réseau, on voit bien qu'on a des métiers qui s'adressent directement aux clients B2B ou B2C, donc pour la vente, il y a tout cet aspect-là, et puis il y a tout l'aspect réseau, qui ne se voit pas et qui permet en fait de développer tous les usages que nos marketeurs et puis nos chercheurs trouvent. On a nos 236 millions de clients dans 32 pays, et puis pour les entreprises dans 220 pays et territoires. Vous voyez là nos implantations. On a clairement, historiquement, beaucoup misé sur l'Afrique. Là, je parle côté grand public, je ne parle pas côté Orange Business Services. Et effectivement, on voit bien qu'il y a une croissance exponentielle et qu'on a un gisement, finalement, d'usage en Afrique très important. Voilà. Alors, quelques chiffres clés en matière d'emploi et puis un peu ressources humaines. Donc, nous accueillons chaque année environ 2500 stagiaires. Nous recrutons sur la période 2013-2015 4000 personnes, dont 2500 jeunes de moins de 30 ans. Alors si c'est spécifié, c'est que c'est lié à un accord, et on va voir qu'il y a le plan très haut débit spécifiquement qui va augmenter ce chiffre. Nous avons 150 doctorants chez Orange, 5000 alternants chaque année, et puis 1000 de plus exceptionnellement là en 2014. Nous avons 17 écoles métiers. Ça veut dire que chez Orange, nous sommes attachés en fait à ce que chacun de nos salariés puisse à un moment donné bifurquer s'il le souhaite, se professionnaliser, continuer de rester employé. Donc nous avons des écoles métiers pour chacune de nos filières métiers. Il y a notamment l'école des métiers techniques en ce qui concerne les professions d'ingénieurs, 9000 modules de formation, et puis comme je disais, 1000 alternants supplémentaires. Ça veut dire quoi? Historiquement, je vous l'ai dit un peu, donc Orange, en fait, c'est une entreprise dans laquelle plutôt on a des passerelles pour basculer d'un métier à un autre. Vous avez entendu Walter qui dit, moi ça fait 22 ans que je suis chez Orange, moi ça fait maintenant 19 ans. Donc en fait, on a une tradition, une culture en fait de je fais des mobilités au sein de l'entreprise, je trouve mon parcours, je change de métier, j'ai des opportunités, parce qu'effectivement, on a une multitude de palettes de métiers au sein d'Orange compte tenu de notre grandeur, et du coup, j'ai les outils que m'offre l'entreprise pour me former. Alors un plan spécifique, et Ludovic va reprendre, qui est le plan très haut débit. Alors, effectivement, un plan spécifique en 2014, ce qui nous amène aussi aujourd'hui ici, puisque nous lançons le recrutement sur France de 1000 alternants supplémentaires, donc à notre volume habituel, et ceci spécifiquement sur les métiers du très haut débit, donc vous connaissez bien la fibre et surtout, j'imagine, la 4G. Pourquoi? Pour développer effectivement tout ce qui est compétences critiques actuelles et à venir pour les métiers de demain. Alors, la particularité de ce plan,
elle est très importante chez nous et on est très fiers aujourd'hui de vous l'annoncer, c'est qu'effectivement sur ces 1000 alternants, l'objectif c'est des embauches, et ceci à hauteur de 80%. Et c'est aussi pour cela que le processus de sélection qu'on va vous proposer va être, on va dire, professionnel et surtout important, avec plusieurs séries d'entretiens, puisque à terme, l'objectif, c'est de proposer à ces alternants un CDI, hein, tout simplement. Voilà. Donc bon, c'est un peu de la redite, mais effectivement, les métiers du très haut débit, c'est la construction des réseaux futurs. Alors tout à l'heure, c'est marrant, je parlais avec mon collègue, je dirais de la 4G, un petit peu où on en était et comment ça se passait, et il était déjà en train de me parler de la 5G. Donc voilà, moi je suis un petit peu déconnecté, mais toutefois on est déjà en train de réfléchir sur tout ça. Donc c'est ça les métiers du très haut débit. C'est surtout offrir de la qualité de service pour les usages hein, que vous utilisez, enfin que vous employez tous les jours hein, avec des applications ou autres. Voilà, donc hein, on est complètement sur ce type de marché au niveau d'Orange. Alors, qu'est-ce que l'alternance chez Orange? Alors j'imagine que vous avez tous d'ores et déjà fait des stages au sein d'entreprises diverses. Chez Orange en tout cas, on a l'habitude d'accueillir des alternants, hein, puisqu'on vous le disait tout à l'heure par des chiffres, c'est 5000 alternants chaque année. Donc l'objectif, c'est d'apprendre un métier, de développer des compétences et puis surtout d'obtenir une qualification professionnelle. Alors effectivement, je dirais pour les alternants qui ne sont pas recrutés, c'est aussi construire un CV, construire son avenir hein, par du concret. Et moi qui suis recruteur, entre des jeunes qui ont fait un cursus en alternance depuis le début et des jeunes qui arrivent en filière académique, il y a une très grosse différence de maturité professionnelle. Donc ça, c'est effectivement, je dirais, un des objectifs de l'alternance. Et puis c'est bien entendu de développer des compétences techniques, mais aussi relationnelles, puisque je dirais entre l'ensemble des services, il y a une vraie notion de transverse. Hein. On travaille avec diverses unités quand on travaille au sein d'Orange, et on n'est pas en cheminée. Donc voilà, il y a cet aspect relationnel transverse qui est important chez nous. Et puis bien entendu, c'est de découvrir le fonctionnement d'une entreprise, ses enjeux, d'être au sein d'une équipe, avoir un manager qui vous fixe des objectifs, et c'est une relation bien sûr gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que les alternants aiment chez Orange? Alors, la première des choses, je crois, c'est la diversité des missions qu'on propose. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas loin de 45 postes. Donc dans diverses unités, on va vous parler de certains, mais voilà, c'est une diversité dans divers métiers, et c'est effectivement un choix possible pour les alternants. On va revenir aussi sur la rémunération, je crois qu'effectivement c'est un des critères aussi qui fait qu'on est bien aimé sur la place, et puis bien entendu les avantages qu'on peut apporter, les avantages sociaux qu'on apporte à nos alternants. C'est aussi une journée d'intégration où on se fait se mélanger un petit peu les alternants pour qu'ils puissent commencer à s'intégrer et à préparer leur arrivée dans les équipes. Hein. Donc c'est une journée dédiée où on découvre les métiers, on fait des visites, on se rencontre. C'est aussi un tuteur, alors très important, un tuteur formé qui a l'habitude d'accompagner les alternants, qui sera là pour épauler, qui sera là pour accompagner, pour recadrer parfois, mais surtout, je dirais, apporter une vision des exigences dans une entreprise. On parlait tout à l'heure des formations, hein, donc là je ne vais peut-être pas y revenir, mais bon, vous êtes salarié d'Orange, donc vous bénéficiez à l'instar de l'ensemble des salariés du groupe de tous les modules. Donc là, j'ai pour ma part une apprentie RH avec moi, et elle participe comme moi et comme l'ensemble de l'équipe à toutes les formations, et ça je sais que c'est appréciable. On a aussi bien entendu après pour les alternants qui malheureusement ne sont pas embauchés, des ateliers de réflexion et d'accompagnement à l'intégration dans la vie professionnelle, rédaction de CV, nouveaux entretiens, donc ça c'est parrainé par les équipes d'Isabelle. Et puis des espaces dédiés pour échanger et trouver des réponses, puisque je dirais sur le bassin Rhône-Alpes-Auvergne, c'est à peu près, on recrute toutes les années 250 alternants, donc je dirais un volume de 4 à 500 à peu près, hein, donc voilà, qui permet d'échanger, de voir un petit peu l'avenir en commun.
Alors, un sujet important, je vois qu'il y a des femmes dans l'Assemblée, donc un sujet important, l'égalité homme-femme, donc sujet important pour Orange, et on y est attentif. Nous, recruteurs, essayer de réaliser des shortlists paritaires. Alors, c'est pas évident sur les métiers techniques, hein, malheureusement. On voit par rapport au nombre de femmes dans la salle. Toutefois, on y attache une importance particulière. Et pour preuve, puisque Orange, je crois en octobre ou en novembre de l'année dernière, a été sacrée meilleure entreprise française sur le sujet, sur les 120 plus grosses entreprises françaises. Et pour preuve d'ailleurs, le comité exécutif entre 2009 et 2013 est passé de 13 à 33% de femmes. Donc voilà, donc c'est un sujet important pour nous. Et un autre sujet, effectivement, important, je dirais, dans nos recrutements, c'est aussi de permettre à tout le monde, et notamment aux personnes en situation de handicap, d'avoir la chance d'intégrer un groupe comme le nôtre. Et ça va se concrétiser cette année par plus de 100 recrutements de personnes en situation de handicap, avec un accompagnement particulier, des aménagements, et un tuteur spécifiquement formé sur le sujet. Voilà pour l'alternance. Voilà pour la partie un peu générale Orange, et puis finalement dans quel cadre on vient aujourd'hui pour vous proposer de faire votre 5e année en contrat de professionnalisation chez Orange, avec derrière une possibilité de proposition d'un CDI. Est-ce que déjà à ce stade, d'un point de vue purement macro, vous avez des questions un peu pratiques, ou sinon on continue on rentre dans c'est quoi les missions, c'est quoi ce qu'on va faire et ce qu'on va vous proposer? C'est bon? Allez. Donc du coup, ce qu'on propose, c'est que chacun des intervenants là derrière moi puisse parler de leur unité, puisqu'à travers leur unité, vous y découvrirez les métiers et puis leurs besoins. Juste un point quand même, alors qui ne vous concerne pas, mais qui risque peut-être de concerner des gens que vous connaissez et qui ne sont pas dans une formation ingénieur. On recrute aussi dans le cadre du plan très haut débit. En fait, on recrute du niveau bac au niveau bac plus 5. Et y compris donc forcément niveau bac plus 2. Donc peut-être Ludovic, tu vas faire juste 2 mots pour ça, parce que peut-être que dans vos copains, camarades, il faut que vous ayez en tête qu'on ne recrute pas non plus que les niveaux ingénieurs, et que c'est un spectre plus large, et notamment dans les unités d'intervention. Voilà, donc les unités d'intervention, comme le nom l'indique, gèrent tout ce qui est intervention sur des marchés donc grand public, sur des marchés entreprises et opérateurs. Alors c'est quoi l'intervention? C'est quand vous avez un technicien qui vient chez vous pour dépanner votre Livebox. Donc voilà, donc cette unité recrute en niveau bac à bac plus 3, donc ça, faites-le savoir. Sur des métiers techniques, alors les métiers, c'est quoi? Sur des niveaux bac, on recrute tout ce qui est techniciens qui interviennent sur le dépannage de nos réseaux, de nos câbles cuivre, câbles optiques. Alors je peux donner un exemple, une pelleteuse, on coupe le câble, à un moment donné, il y a une série d'incidents, enfin une série de clients qui se manifestent, et il faut aller effectivement faire les soudures, il faut aller réparer. Donc voilà, c'est des techniciens qui sont sur le terrain, qui travaillent en hauteur, en souterrain, dans les chambres, et qui sont là pour effectivement réparer tout ce qui est infrastructure entre les centraux et nos clients finaux. Vous avez aussi des techniciens d'intervention au grand public. Là, on recrute sur niveau bac plus 2, toujours sur les filières techniques. Quand je vous dis bac plus 2, c'est du bac, ce qu'on appelle système numérique, du DUT télécom et réseau, anciennement aussi BTS Iris. Donc les techniciens d'intervention au grand public sont là pour dépanner les Livebox. Donc quand il y a un particulier qui se signale, vous avez l'arrivée d'un technicien, et c'est son métier de relever le défaut et puis de le rendre à ce qu'on appelle chez nous une conduite d'activité pour passer au dérangement suivant. Donc ça, c'est sur des profils bac plus 2. Ce même métier en intervention est géré côté entreprise. Alors là, c'est pour installer des routeurs, c'est pour installer des switches. J'ai côté LAN, toute la partie management de LAN, des IPBX, maintenant vous connaissez. Donc c'est pareil, c'est des DUT réseau et télécom qu'on recherche.
ou même jusqu'à des licences professionnelles. Hein, donc voilà. On fait la même chose sur notre réseau, donc installer un DSLAM, installer tous les équipements gigabit pour écouler les trafics. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les techniciens d'intervention réseau structurant. Donc c'est plutôt côté réseau, et pareil, hein, même métier. On a aussi dans ces unités d'intervention un dernier métier où on recrute beaucoup, et je dirais même beaucoup en CDI, c'est pour tout ce qui est déploiement du réseau. Tout simplement un nouveau lotissement qui se crée, il faut amener le réseau. Vous avez des personnes qui font moitié bureau d'études, moitié suivi chantier, puisque effectivement, je dirais, il y a là cette partie suivi chantier, donc ils conçoivent le réaménagement du réseau, ou le déploiement, ou le dévoiement du réseau, donc au travers de bureaux d'études, hein, et ensuite, j'irai suivre la mise en œuvre côté chantier. Hein, donc c'est un peu hybride, ça s'appelle des chargés d'affaires. Et là, on recrute sur du Bac+2, Bac+3, type donc toujours télécom et réseau, licence pro télécom et réseau, ou BTS ATI. Donc voilà, ça c'était plus pour vous dire, voilà, si vous avez des personnes qui sont intéressées, des amis, de la famille, n'hésitez pas. Et vous verrez tout à l'heure en fin de présentation comment nous contacter. Hein, on arrive dans le concret, comment nous contacter. Voilà, je vais passer à... Merci Ludovic. main. Du coup, c'est Walter qui prend la main le temps que je change le micro. Hop. Ça marche. Impeccable. Voilà, alors chez Orange, on est champion des acronymes. Alors, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui sont un peu dans ce style-là, mais nous, je pense que c'est le summum. Donc DEPFS, hein, je répète, exploitation des plateformes de services. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, on est donc une unité d'à peu près 450 personnes, hein, réparties sur Lyon, Paris et Rennes, d'ailleurs, pour votre information. Donc s'il y a des gens à qui ça permettrait de, comment dire, de retourner chez eux pour leur période de stage, on recrute également sur Paris et sur Rennes, pour votre information. Y compris même sur Reims, mais là je doute qu'on ait des champenois dans la salle, où ce serait une coïncidence. Donc en fait on est très complémentaires avec mes collègues, parce qu'en fait quand on parle du très haut débit, ça circule sur des tuyaux, alors qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient fixes. Alors là on a plutôt la représentation du monde mobile, mais on a aussi bien sûr sur la fibre ou les réseaux ADSL du très haut débit. Donc ça c'est ce qu'on appelle le fixe, le mobile, le fixe. Et nous, DEPFS, on a la particularité plutôt d'être... on va dire en haut du réseau, hein, si on peut parler de hiérarchie dans le réseau, mais dans les réseaux télécoms, il y a des hiérarchies. Donc on est là dans le monde de l'accès, nous on est des plateformes de services tout en haut qui délivreront les fameux services qui vont pouvoir être transbahutés par justement ces tuyaux à très haut débit. Voilà, donc une plateforme de service, c'est en fait un serveur informatique dans lequel vous avez une application télécom temps réel. Voilà, donc c'est le mariage du monde de l'informatique et des télécoms. Donc on est plutôt une entité assez majoritairement cadre ou cadre supérieur, avec donc plutôt des exploitants et des experts de bon niveau. Donc exploiter, expertiser, ça ne vous parle peut-être pas encore beaucoup aujourd'hui, parce que je me remets à votre place, et effectivement ça ne me parlait pas forcément. Mais exploiter un réseau télécom, des supports, des serveurs, des réseaux physiques, ça nécessite des gens qui au quotidien font un certain nombre d'opérations. Donc le déploiement, on en a parlé. Nous, on fait également du déploiement, donc c'est le premier point du transparent. Ces fameuses plateformes de services qui délivrent l'Internet, qui délivrent la voix sur IP, qui délivrent la TV, donc avec le live, avec la VOD, tout ce que vous connaissez, je pense, bien maintenant, les services de roaming, les services pour les entreprises ou le marché professionnel, hein, donc avec les centres d'appel qui sont tous quasiment multi-contacts aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut joindre tout un tas de services par le téléphone, par le mail, par le chat, par le fax, et tout ça c'est concentré dans des plateformes multi-contacts, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, en technologie IP, en technologie un peu plus télécom, en multi-technologie. Voilà, c'est le genre de service que l'on délivre au travers de ces plateformes qui sont diffusées sur nos différents backbones que nous avons dans le réseau Orange, des backbones IP, il y en a un peu de partout, et qui arrivent ensuite sur les accès, ou mobiles, ou fixes, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc déployer, c'est la première des choses à faire. Donc ce sont des solutions qui se conçoivent chez des gens qu'on appelle des builders, donc builder, du verbe builder en anglais, donc construire. Donc ces gens-là construisent en fait les solutions, les imaginent, les conçoivent. Alors soit ils les développent en partie, soit on prend sur étagère, il y a tout un tas de possibilités avant d'amener une solution chez l'opérateur en exploitation. Et donc là on passera dans le monde du run. Donc les runners, c'est ceux qui opèrent au quotidien. Hein. Donc on a vraiment deux mondes très bien identifiés. Il y en a un troisième qui s'appelle le think. Hein. C'est les gens qui pensent
bien en avance à des choses du lendemain et des années futures. Mais sinon, dans le concret, au quotidien, on a surtout donc, des builders, des solutions à court terme, et les runners qui, eux, une fois que c'est en production, doivent se charger de tout ce que je suis en train de vous expliquer ici. Voilà, donc on déploie. Une fois que c'est déployé, ou même un petit peu avant, je m'excuse un peu pour les termes un peu barbares, mais j'ai essayé quand même de les limiter. Exiger le meilleur niveau d'exploitabilité, garantir les niveaux d'engagement de service. Alors exploitabilité, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire. Exploiter, vous pouvez exploiter de différentes façons. Et puis la première façon, elle va peut-être vous coûter 50 personnes. La deuxième façon, elle va peut-être vous coûter 5 personnes. Donc on essaye d'exploiter, bien sûr, au meilleur coût. Donc exploiter au meilleur coût, les builders, c'est pas des exploitants. Alors peut-être qu'ils ont été dans une certaine vie, mais ils ne le sont pas tous, et en général, ils sont builders. Et un builder, il ne sait pas trop ce qui se passe finalement dans le monde de l'exploitation. Donc on est là à venir lui rappeler, dans la phase d'avant-projet ou la phase projet avant que ça soit en exploitation, ce dont on a besoin assez précisément pour exploiter dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est ça, exiger les conditions et les meilleures conditions d'exploitabilité futures dans le réseau, parce que si vous mettez une solution à un coût trop élevé, forcément derrière c'est vos marges qui en pâtissent, et ainsi de suite, donc c'est pas viable. Voilà, c'est un raisonnement purement économique. Et ce sont bien les exploitants, les runners que nous sommes, qui viennent chatouiller les builders pour leur dire attention, il faut ça, sinon je ne mets pas en exploitation derrière. Voilà, niveau d'engagement de service, ça c'est extrêmement important aussi, parce qu'on ne délivre pas un service sans promesse, sans engagement. C'est encore plus fort dans le monde des entreprises, puisque les entreprises, elles ont des garanties contractuelles. On en trouve certaines dans le monde grand public, mais beaucoup moins. Mais dans le monde professionnel ou dans le monde entreprise encore plus, on trouve des engagements de service. Donc c'est des SLA, les Service Level Agreement, c'est comme ça qu'on les appelle, même en français, avec différents niveaux de service, en 8h, 18h, en 24/7, incluant donc les week-ends, les jours fériés, avec des temps de rétablissement de 4 heures et des temps de rétablissement de 8 heures, avec, selon les niveaux de gravité d'incident. Donc tout ça, c'est très très important. Et c'est négocié, donc bien sûr, par le marketing, qui est le représentant du client. Et donc, derrière, ça doit être donc décliné, traduit dans tous les éléments, je dirais, de la chaîne technique qui constitue le service. Parce que vous avez vu qu'il y a les plateformes, il y a des backbones, il n'y a pas de représentants aujourd'hui, mais il y a des gens qui exploitent les backbones, il y a des gens qui exploitent les réseaux terminaux d'accès. Tout ça, c'est un monde d'unités techniques. Les éléments des différentes briques sont enchaînés les unes derrière les autres, et ça délivre le service final au client. Et bien, il faut que quand on prend un engagement de service vis-à-vis des clients, d'un point de vue marketing, derrière, ça soit retraduit pour dire, ma machine, il lui faut tel taux de disponibilité. Moi, il faut que je m'organise pour avoir une chaîne de soutien qui marche en 24/7, donc des gens qui sont appelables la nuit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, ça a un coût. Et tout ça, c'est une ingénierie à la fois financière, organisationnelle, qui doit permettre de répondre à l'engagement en 2 heures, 24/7, par exemple, sur le service de centre d'appel multicontact. Garantir le bon fonctionnement des plateformes, c'est une phrase, mais pour autant, c'est peut-être 80% de notre préoccupation quotidienne, c'est que la disponibilité doit être proche de 100%, bien sûr, pour l'ensemble de nos services. Et ça veut dire qu'au quotidien, on a 4 grands métiers phares dans l'exploitation. C'est la supervision. Donc, la supervision, c'est de la détection d'événements, de dysfonctionnements. On a le SAV, donc le service après-vente, ce qu'on appelle le SAV, ça c'est vraiment le traitement des incidents, donc c'est du réactif. C'est trop tard, l'incident il a eu lieu, il faut le traiter. Avant qu'il ait lieu, on essaye de faire tout un tas de tâches qu'on appelle préventives. Donc ça c'est l'exploitation au quotidien pour faire en sorte que les incidents n'arrivent pas. C'est tout le volet de la prévention. Et puis on a la classique production. Donc les services, ils évoluent, ils changent, ils sont à paramétrer, à faire évoluer. Tout ça c'est ce qu'on appelle de la production. Chaque fois que vous avez des nouveaux services qui arrivent sur vos mobiles, sur votre TV, sur votre téléphone, c'est parce qu'on les produit à un moment donné, on les paramètre pour qu'ils changent, et tout ça, c'est de la production. De même qu'on produit les clients en tant que tels. Donc on est passé de 200, notre objectif c'est 300 millions de clients avant 2015, tous ces clients, il faut les produire. Donc la production, c'est tout ça. Vraiment la production de nouveaux clients et de nouveaux services. Voilà, et puis une grosse particularité, une grosse fierté à la DEPFS, c'est l'interface unique qu'on a été en mesure de construire, qui permet en fait, alors lorsque vous vous plaignez d'un dysfonctionnement, vous appelez le 3900, le 700, enfin ces choses-là, vous allez dans une boutique, enfin dans une agence Orange, et vous vous plaignez, quoi. Voilà, donc derrière, il faut traiter ça, et si les centres clients, ce qu'on appelle les centres clients, les personnes qui prennent votre appel ne savent pas traiter,
elle passe à un niveau supérieur, qui lui-même passe à un niveau supérieur, qui lui-même, à un moment donné, arrive chez nous. Parce que la problématique est trop complexe à traiter pour eux, ils ne savent pas d'où ça vient, donc on vient directement, enfin on termine dans les équipes techniques. Et ces équipes techniques, je ne vous fais pas de dessin, mais elles sont compliquées, réparties sur le territoire, le langage est complètement abscon. Donc vis-à-vis d'entités qui représentent le client ou qui sont face au client, eux ils ont besoin d'un langage clair, ils ont besoin de délais de rétablissement, ils ont besoin de savoir la nature exacte des impacts, quand est-ce que ça sera rétabli, ce genre d'informations, et surtout que ça soit pris en charge, piloté et organisé dans toute l'entreprise. Parce que chaque fois qu'il y a un PET de travers sur nos plateformes, elles sont nationales, nos plateformes, alors des fois un peu régionales, mais un problème par exemple sur la télévision d'Orange, peut impacter l'ensemble de nos clients d'un seul coup, des problèmes nationaux. Et pour ça, ça peut venir de nos plateformes, ça peut venir du réseau, ça peut venir d'un certain nombre d'endroits. Et donc il faut s'organiser pour répondre à ces enjeux. D'accord ? Donc on a mis en place ce qu'on appelle un guichet unique. Donc c'est une équipe dédiée à ça, qui traite, qui pilote les incidents, qui pilote les opérations programmées et qui surtout traduit en langage vulgarisé et compréhensible toutes ces informations-là aux entités qui sont face au client et qui vont lui donner les informations essentielles. Monsieur, ça serait rétabli tel jour, à telle heure, et c'était pour telle raison qu'on a eu un problème, et voilà, on s'excuse. Voilà. Donc voilà l'ensemble de, on va dire, tracé très grossièrement ce que l'on fait, et donc on recherche, je terminerai là-dessus, des gens très motivés, très curieux, quelqu'un qui est curieux à l'impossible, nul n'est tenu, mais au curieux en tous les cas, tout est possible. Donc ça c'est extrêmement important, et on recherche nous particulièrement des gens qui vont nous aider à, je dirais, à passer le 3.0 puis le 4.0, c'est-à-dire des gens qui ont un peu envie de construire des choses nouvelles. Donc moi je cible particulièrement deux ingénieurs plutôt en développement web, informatique, pour créer des portails un peu innovants, pour développer les outils de l'exploitant de demain, quoi. Aujourd'hui il y a des réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont utilisées finalement par le grand public et par la majorité d'entre nous, et qui ne sont pas encore arrivés finalement aux étages de l'exploitant technique, quoi. Donc on a entre autres cette volonté-là. Donc ça, c'est les deux ingénieurs un peu que je viens rechercher, sachant que moi aussi, je suis demandeur de Bac+2 et de Bac+3. Donc dans les équipes d'exploitation, on a aussi besoin de gens de niveau Bac+2, Bac+3, donc de même si vous avez des connaissances. Et dernière chose, je vous invite à venir quand vous voulez nous rendre visite. Donc si vous êtes intéressé, il n'y a aucun problème, je vous laisserai mes coordonnées, puis peut-être qu'on va échanger un petit peu après de toute façon. Et il n'y a aucun problème pour vous recevoir, j'ai des managers qui seront prêts à le faire et vous montrer concrètement ce qu'on fait. Parce qu'encore une fois, malgré le fait que j'ai essayé, j'espère, de vous traduire ça de façon simple, c'est assez difficile de s'imaginer ce que ça veut dire d'opérer un réseau télécom, à moins que vous l'ayez déjà fait dans vos stages. Voilà. Donc voilà, merci de votre écoute, et puis si vous avez des questions, j'y réponds tout de suite. Enfin, si je peux, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exploitation des plateformes de services? Vous attendez d'avoir la complétude, oui. En fait, j'aimerais bien savoir dans ce service, donc vous cherchez plutôt un profil développeur, plus qu'un profil télécom réseau. Pour le niveau ingénieur, oui. Là, on recherche concrètement deux apprentis sur le développement web. Et particulièrement, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un peu tous là-dessus, développer des choses sur les mobiles ou les tablettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que tout se conçoit d'abord pour un support mobile, et ensuite éventuellement pour un support fixe de type PC ou TV. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est vraiment à passer... je dirais qu'aujourd'hui, c'est des choses que j'ai dans la tête, où je partage avec une ou deux personnes, mais on va dire le système d'information traditionnel, il est plutôt calé sur les outils un peu anciens. Voilà, donc j'ai envie de faire basculer ça dans une nouvelle ère d'outils. Et donc il me faut des gens qui soient un petit peu qui aiment créer et puis qui aiment s'éclater dans ce genre de développement. Donc plutôt sur interface mobile ou tablette, avec bien sûr une transposition derrière, une continuité, une fluidité avec les supports fixes. Mais voilà, c'est le besoin, c'est ça. Avec des outils vraiment à l'ergonomie de type Google, de type des choses très épurées sur l'écran, très pratiques et paramétrables pour que la personne devant son écran puisse retrouver un environnement, je dirais, qui lui convient à elle. C'est-à-dire qu'au quotidien, on fait 90% de choses qui nous sont dédiées. On n'a pas besoin d'avoir sur un écran plein de choses qui nous servent à rien, en fait. Donc voilà, c'est développer dans cette logique et transposer nos outils un peu historiques, un peu traditionnels, dans des outils totalement modernes qui vont nous faire bien sûr gagner. C'est pas pour rien, c'est pour gagner du temps. C'est un impératif économique. Donc on veut gagner,
On veut gagner, on veut faire des économies avec ça et puis rendre le travail de l'exploitant au quotidien beaucoup plus fluide, beaucoup plus personnalisé, même si au final ils auront tous une couche commune, il faut que ça arrive à être personnalisé pour que la personne soit encore plus efficace sur son poste de travail. Donc c'est du profil informatique. Curieux et... Juste pour compléter les postes de Walter, alors Walter a 2 postes, mais au sein de la 2PFS, il y en a, je crois, voilà, une quinzaine. Non, 11. Alors précisément, il y en a 11 à Lyon. À Lyon. Ouais, un peu plus, parce qu'effectivement, il y a des bacs plus 3 aussi, mais effectivement, ça doit faire une quinzaine grosso modo. 11 ingénieurs et effectivement voilà. quelques... Peut-être parler aussi effectivement des personnes qui vont faire de l'administration système, installer la couche applicative. Voilà, il n'y a pas que gérer cette partie-là. Tout à fait. Donc là, j'ai prêché pour ma paroisse, mais tu as bien fait de me reprendre. Oui, et il y a une question là aussi. Alors, voilà, bon, soit je termine sur l'intervention de Ludovic, soit je prends la question, il n'y a pas de problème. Il y avait une question là avant. J'avais une question, Oui. notamment au niveau de vos postes, à la fois informatique et télécom. Est-ce que vous avez des équipes mixtes, à savoir des équipes qui sont intégrées de production soft, intégrées dans les équipes de télécom, ou est-ce que vous avez une entité spécifique soft chez Orange? On a plutôt des spécialistes du développement informatique. Alors, je vais essayer de faire ça simple, mais on va dire, du développement local dans les entités, puis on a des développements plus centraux. Donc là, dans les développements centraux, on a clairement des équipes de développeurs. Chez nous, chez toutes les entités, il y a toujours des outils. C'est inévitable parce qu'en fait, c'est lié au cycle de vie de tout ça. Donc nous, l'opérationnel, ça va très vite. On a des besoins permanents qui changent et compagnie. On a besoin de s'adapter très vite. Donc on a toujours des gens qui développent, alors qui ont plus ou moins des profils développeurs. En fait, à la base, ce sont plutôt des exploitants télécoms. Et puis, forcément, de plus en plus, avec les nouveaux arrivants et les jeunes, il y a aussi des compétences informatiques plus fortes. Et on profite de ces exploitants, de ces compétences-là pour faire des développements. Et de temps en temps, on a quelques personnes dédiées. Donc là, les 2 personnes dont je parle seront bien 2 personnes dédiées. Intégrées à l'équipe télécom ou déportées En transverse. En transverse, oui. C'est pas intégré à l'équipe télécom, bien que de toute façon, elles sont très proches justement de ces équipes-là pour développer leurs besoins très rapidement. Voilà. Et puis sinon, donc pour les autres profils, donc là, les profils sont plus classiques. Donc c'est vraiment, effectivement, comme le dit Ludovic, c'est de l'exploitation de systèmes, administration de systèmes. Donc on est beaucoup sur du Linux, mais aussi et du Windows et tout ça. Exploitant applicatif aussi, hein. Donc vous avez la couche matérielle, vous avez du middleware, ensuite vous avez l'applicatif, du hardware. Donc toutes ces couches-là sont exploitées, administrées chez nous, plus ou moins. Et donc vous avez des couches plus ou moins matérielles standard, et puis des couches très spécifiques applicatives, puisque ces services-là dont je vous parle, la TV, l'Internet, ça c'est forcément du code applicatif particulier. Et c'est de notre responsabilité que de l'administrer également. Donc là, on est sur des machines que l'on déploie à un moment donné, que l'on configure pour les mettre en service, que l'ensuite on exploite, sur lesquelles on expertise, on investit quand on a des problèmes compliqués. Donc voilà, vous êtes face à des machines avec des interfaces graphiques, pas graphiques, ça dépend, hein, et vous travaillez sur ces machines-là et il y a besoin de compétences système, hardware, stockage, base de données, compétences classiques, réseau, télécom. Il y avait une question devant, je crois. On a répondu avant, c'est ça? On a aussi quelques postes de chef de projet. Hein, donc une dimension, ce qu'on disait un petit peu aussi, un peu moins technique, mais un peu plus transverse. Donc là, on en a 2 d'ailleurs. On en a un plutôt sur le SI. Ça, c'est l'accompagnement du déploiement justement des outils informatiques qui accompagnent la vie de l'exploitant. Et puis il y en a un qui est carrément vraiment sur du projet. Quand je vous dis on passe du build au run, là c'est clairement, qu'a connu d'ailleurs Ludovic, ce qu'il a fait lui-même. Donc passer du monde du build au monde du run, c'est pas une paille, ça peut entraîner des mois de projet pour lequel le chef de projet est responsable justement de cette bascule entre le monde du build et le monde du run. Et il organise toutes les équipes en conséquence pour qu'à un moment donné, un jour J, on soit capable de transférer la responsabilité du monde précédent au monde suivant pour vraiment une mise en service auprès des clients et ensuite une exploitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous responsabilité des runners, des exploitants. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la DECI, puisque c'est magique, ça s'affiche au bon moment? Un autre terme barbare. C'est bon? Du coup, Benjamin, pour la... Ok. Donc effectivement, un nouveau terme barbare, la DECI, Direction de l'exploitation, du contrôle et de l'interconnexion. Donc c'est une grosse entité qui est basée principalement à Lyon, mais qui a des antennes à Paris et à l'île d'Abo. Donc de la même façon que pour la 2PFS, s'il y en a qui sont originaires de l'île d'Abo ou de Paris, ça peut être intéressant. Voilà. La DECI, elle est responsable du fonctionnement de 3 grandes familles de technologies que vous connaissez bien.
Le RTC, réseau téléphonique commuté, donc pour ceux qui n'ont pas connu, je pense, personne. Le réseau téléphonique standard, la prise téléphonique, voilà. Le réseau Wi-Fi, donc tout ce qui est hotspot. Le réseau Wi-Fi Orange, c'est les hotspots qu'on fournit aux hôtels, aux chaînes de restaurants, etc. et qui sont implémentés dans toute l'Europe. Donc ça, c'est géré aussi au niveau de la DCI. Et enfin, les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G, donc tout récemment. Voilà. À DCI, on est responsable de la qualité de fonctionnement de ce réseau-là. Donc si le réseau ne fonctionne pas, c'est notre faute. Si le réseau ne fonctionne pas, c'est à nous de détecter qu'il ne fonctionne pas et c'est à nous d'aller réparer. Donc pour cela, on est associé aux différentes entités, que ce soit UPR, UI, qui ont été présentées précédemment. Mais c'est nous qui allons faire les investigations et allons dire le problème il se situe ici, il faut faire ça pour le réparer. Voilà. Et sur toutes les technologies que j'ai citées précédemment. Pour assurer une qualité de service optimale sur ces réseaux, la meilleure solution qu'on ait trouvée, c'est de travailler tous les jours de l'année, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà, donc il y a une supervision qui est faite le dimanche, tous les jours, et les incidents sont traités dès leur détection. Voilà. Donc ça, c'est la principale mission qu'on a à la DECI. Mais il y en a d'autres, parce qu'on traite également les signalisations clients. Donc on expliquait tout à l'heure que le client qui a un forfait Orange, il vient en boutique pour dire qu'il a un souci. Premier niveau d'investigation, on vérifie que son téléphone fonctionne. Deuxième niveau, on vérifie que la zone sur laquelle il téléphone fonctionne également. Et ensuite, on passe au niveau 3 et 4, donc c'est-à-dire nous, si on a détecté qu'il y a un défaut dans la zone, on nous l'indique et on va venir réparer, on va envoyer des personnes pour réparer, on va dire le souci est situé là, on répare. Une des autres fonctions de la DECI, c'est de tester tous les terminaux mobiles avant leur commercialisation. Donc terminaux mobiles, pourquoi terminaux? Enfin, c'est les téléphones, mais aussi les dongles, donc tout ce qui est clé 3G, 4G qu'on peut connecter sur les ordinateurs. Donc tout ça, c'est testé parce qu'il faut, avant de fournir ces appareils-là aux clients, qu'on s'assure que ça va fonctionner sur notre réseau. Parce que vous savez bien que chaque opérateur achète ses fréquences. Donc il s'agit, par exemple, c'est un des points de contrôle, on va vérifier que le mobile qu'on nous a fourni est bien compatible avec la fréquence d'Orange. C'est le minimum à fournir à nos clients. Voilà, une base. Voilà. Le dernier point qui est écrit pour la DECI, c'est la facturation. Donc effectivement, on exploite des réseaux, mais on facture aussi des forfaits. Donc tous les services qui sont utilisés, ils sont comptabilisés au sein de cette entité. Et donc il y a une équipe au sein de notre entité qui va compter combien chaque client a consommé et combien chaque client doit à l'opérateur. Voilà. Il y a une dernière catégorie de travail qui n'est pas mise en avant sur ce slide, mais qui est importante à mon sens. C'est la partie projet et la partie je dirais, avant-vente et avant-exploitation. Parce qu'à DECI, on s'occupe également de tester toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en place sur le réseau avant leur commercialisation également. C'est-à-dire, une fonctionnalité, on peut prendre par exemple la 4G. La 4G, c'est testé par la DECI. On prend les émetteurs qui sont fournis par un constructeur lambda, donc typiquement Ericsson, on va travailler avec Ericsson, Alcatel ou d'autres constructeurs d'équipements télécom. Et on va tester leurs équipements, voir s'ils répondent aux normes 4G. Donc pour la 4G, c'est simple, on dit il faut atteindre des débits de tel ordre. On va vérifier qu'on atteint des débits de tel ordre. On va s'associer avec les constructeurs équipementiers et d'autres entités du groupe pour valider un produit et puis dire ok, ce produit il est fonctionnel, on accepte qu'il soit déployé en France. Voilà, on donne un avis positif pour le déploiement en France. Sans cet avis positif, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de 3G, il n'y a pas de H+, rien. Ça, c'est DECI. Voilà. Je pense que c'était à peu près tout pour la DECI. Voilà, si simplement je voulais rajouter que à DECI, comme je vous le disais, on travaille avec des équipementiers, donc des équipementiers qui soient suédois, finlandais ou autres. Donc on a des relations avec eux. Donc on communique ensemble, on peut être amené à communiquer en anglais, on peut être amené à se rencontrer, à avoir des échanges en anglais également.
Et donc ça donne un peu une dimension internationale au travail qui est déjà, à mon sens, assez intéressant comme ça. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire, je suis là pour y répondre. Et puis aussi sur l'apprentissage, parce que j'ai fait mon apprentissage au sein de cette entité-là, donc si vous avez des inquiétudes, des questions à propos de... C'est pas le même rythme, mais ça reste de l'apprentissage, ça reste un tuteur, ça reste un travail et de l'école, donc voilà. Je pense que l'expérience peut être professionnelle. Et les profils que vous recherchez, ils sont lesquels? Alors, ça je vais laisser quand même le soin aux ressources humaines de répondre, mais pour moi c'est essentiellement des bacs plus 5, tu me corriges si je me trompe, essentiellement des bacs plus 5, et voilà, et c'est pour travailler sur différents projets. Il doit y avoir des projets de développement, mais il y a aussi beaucoup de projets orientés télécommunications, parce que c'est quand même le cœur métier, hein, c'est Wi-Fi, téléphone mobile, RTC. Donc voilà, il y en a pour tous. Quand il y a une question là sur les profils cherchés, d'abord les gens sont tous ici, enfin les élèves sont tous en de bac plus 5. Donc je pense que la question des profils, c'est plutôt informatique, plutôt télécom, plutôt soft, plutôt dans l'ensemble c'est plutôt des profils d'informatique. C'est ça un peu la question, parce que ça peut orienter leur choix, leur choix de dernière année. Il y a deux majeurs qui sont surtout concernés par ce que fait Orange, qui sont la majeure informatique et la majeure télécom et réseau. Mais bon, il peut y avoir des choses qui ont à voir avec d'autres, et je pense que c'était un peu ça votre question. Plutôt par rapport au choix de majeur, que de toute façon là ils sont tous en route vers un peu plus. D'accord, donc ma réponse est informatique et télécommunications et réseau. Donc il y en a pour tout le monde. D'accord. Vous recherchez combien d'alternants? Ça je sais pas dire de poste. Alors, côté DECI, on a à peu près, en bac plus 5, on a à peu près 18 postes. Hein, donc ça fait à peu près voilà, une quinzaine, 18, et puis pareil une quinzaine, ça fait nos 45 missions. Au total, sur Lyon et son bassin, c'est 45 missions. Il y en a une que je connais bien en particulier, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 postes de support réseau d'accès. Donc c'est l'équipe dans laquelle je travaille qui est chargée de valider tout ce qui est émetteur radio avant la mise en service. Donc il y a des équipes qui ont validé le réseau 4G par exemple, et le traitement des incidents à complexité importante. Donc il y a plusieurs niveaux d'investigation quand on a des incidents, et nous on est le dernier niveau d'investigation avant de demander l'aide de l'équipementier. Donc ça c'est plutôt profil télécom réseau. Voilà, oui. Profil télécom et réseau, je pense globalement, mais pour pas mal de postes avec une appétence quand même informatique, pour voilà, il y a une partie qui peut être utilisée sur la partie informatique. Disons que les mondes se regroupent de plus en plus, donc on a de plus en plus de missions informatiques également. On essaie toujours de trouver un profil dominant en fait. Ça permettra aux élèves de s'orienter plus aussi. Réseau et télécom. De toute façon, c'est inséparable. De toute façon, dans notre processus de présélection, hein, pour vous donner un petit peu, pour passer déjà à l'étape d'après, c'est des questions qu'on va vous poser. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Parce qu'on va essayer de s'adapter à ce que vous recherchez, puisqu'on a au jour d'aujourd'hui un panel de missions qui sont un peu dans tout et de même. On parlait du système, de la couche applicative, là on vient de parler plutôt côté réseau, avec un peu de développement, on va voir la dernière mission. Donc c'est des questions qu'on vous posera. À vous, justement, au jour d'aujourd'hui, de vous dire, voilà, qu'est-ce que mon métier de demain, c'est plus quoi? Qu'est-ce que j'aime? Et je pense qu'on aura de quoi vous répondre derrière. Hein, voilà. D'autres questions? Ça viendra après, du coup, Arnaud. Allez, on est parti. Je vais vous présenter l'UPR. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez poser des questions, ça peut être interactif aussi. Donc l'UPR, unité de pilotage réseau. Donc en fait, c'est l'unité qui va déployer les réseaux de demain, qui va construire ces réseaux et qui va les optimiser. Donc point très important, c'est nous qui disposons du budget. Donc, tous les ans, Orange, c'est à peu près 5,6 milliards d'euros d'investissement. Sur l'UPR, on a environ 200 millions. Donc 100 millions pour déployer le fixe. Ça va être le FTTH, ça va être des DSLAM, ça va être beaucoup la fibre. Globalement, c'est 80%, ça va être la fibre. C'est mettre un peu monter en capacité sur les DSLAM. Et l'autre moitié, ça va être sur la partie réseau mobile. Et donc là, c'est pareil, ça va être 80%, c'est le déploiement de la 4G. Voilà, c'est les deux orientations et c'est vraiment les deux priorités de l'UPR. C'est construire les réseaux, parce que c'est la force d'Orange, c'est les réseaux. C'est vraiment là où on fait la différence et c'est notre
notre unique but. Et côté mobile, je pense que vous connaissez tous l'ARCEP, qui est le régulateur. Donc tous les ans, il y a une campagne de mesure des débits, de la qualité de service. Et le but de l'UPR côté mobile, c'est d'être premier. Il n'y en a pas d'autre. On doit être premier et on est largement premier depuis 3 ans. La campagne va bientôt tomber. Donc j'espère que ça va me faire mentir. Voilà. Donc on mesure nos réseaux, on mesure nos concurrents. Notre but, c'est d'avoir les meilleurs débits, que ce soit en 3G, en 4G. Donc, toute la politique et l'intérêt de l'UPR, c'est vraiment d'être au cœur de ces réseaux, de les déployer et de les optimiser. Côté périmètre géographique, voilà, plutôt DECI, DEPFS, c'était plus sur empreinte nationale, mais basé sur Lyon. Nous, alors, on a des postes sur Lyon, sur Marseille, et on a aussi des entités un petit peu partout. Et donc après, on parlera des postes. J'ai un poste à Annecy et j'ai un poste à Clermont-Ferrand. Mais sinon, globalement, c'est surtout sur Lyon et surtout sur Marseille. Donc après, si on va un peu plus dans le détail, donc l'UPR, c'est vraiment le déploiement des réseaux fixes et des réseaux mobiles, et optimisation des investissements. Donc on est très challengé. Des opérateurs font des offres à 2 €, donc ça contraint nettement les investissements. Donc à nous d'être agiles, à nous de déployer et de mettre l'argent où on a besoin. Aujourd'hui, pour vous faire un peu les politiques d'investissement, ça va être de mettre de la 4G partout, donc augmenter notre couverture. Ça va être aussi du capacitaire. On a des réseaux 3G qui sont complètement chargés. On a passé des stations de ski où c'est compliqué parce qu'on a des milliers de smartphones qui, à 17 h, les pistes sont fermées, ils y vont tous à fond. Donc voilà, donc on va remettre de la 4G, on va remettre des bandes de fréquences. Donc c'est des investissements lourds, c'est des millions d'euros à chaque fois. Donc voilà, ça c'est une des pistes. Et l'autre, on parlait des validations, donc on est vraiment un peu en avant dans ce que vont proposer les constructeurs. Donc c'est proposer rajouter des bandes de fréquences déjà en 4G pour monter à des débits de l'ordre de 200 mégabits par seconde. C'est les déploiements, donc on prépare ça 6 mois, 1 an à l'avance. On met nos sites à niveau. Donc on a des centaines de sites. Sur le périmètre dont je m'occupe, on a 2500 sites. Donc globalement, on gère à peu près 5000 sites radio. Donc sur ces 5000 sites radio, il faut qu'on choisisse lesquels on va upgrader, sur lesquels on va changer les antennes, on va mettre les nouvelles baies, les nouvelles cartes. Et après, à nous de chiffrer tous ces investissements. Donc ça va aussi avec la conception des programmes. Alors on parle beaucoup de small cells. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux de l'UPR, c'est qu'est-ce qu'on déploie. Est-ce qu'on reste dans des sites macro? Vous voyez, j'en ai vu un beau là juste à côté, sur un toit juste à côté. Ça, c'est la déformation professionnelle. Quand vous travaillez à l'UPR, vous repérez toutes les antennes. Toutes les antennes, là, c'est fini, là, on les voit toutes, même celles qui sont cachées. Donc voilà, les serveurs, c'est plus dur. Ils sont planqués dans des data centers. Il est caché. Donc, je sais plus voilà. Et où est-ce qu'on part sur des déploiements de plus de small cells? Vous allez en entendre parler, donc des toutes petites antennes, des petits boîtiers qu'on pourrait mettre typiquement, on en met un ici, ça vous couvre CPE. Donc c'est un peu toutes ces stratégies-là qu'on regarde. Donc c'est des plans de déploiement on essaie de regarder à 3 ans. On a des plans triannuels, ou voire presque à 5 ans des fois, pour se dire dans 5 ans, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qui va être vraiment la cible de mon réseau mobile? Est-ce que c'est toujours couvrir Lyon avec 100, 150 sites? Ou est-ce que ça va être peut-être mettre 5000, peut-être pas 5000, mais 500 ou 1000 petites antennes un peu partout? Donc ça va être vraiment des questions vraiment où on conçoit, où on réfléchit, on essaie de se projeter, on est dans l'action, parce qu'on optimise, mais on est aussi dans la réflexion. Ensuite, optimisation de l'ingénierie. Donc là, je vais parler un peu de mon département, donc ingénierie des réseaux mobiles. Donc on est vraiment là pour optimiser. Donc les équipements ont été validés. Après, à nous de mettre le bon paramétrage. Donc, côté DECI, on est vraiment sur le fonctionnement, je dirais, ça marche pas. On a des alarmes, il y a des KPI à valider. Côté UPR, on va être vraiment dans la finesse, dans se dire, voilà, mon constructeur Alcatel me permet, 500 ou 1000 paramètres, lesquels je vais toucher, et comment est-ce que je vais valider si ce que j'ai changé, ça marche ou pas. Donc, dans l'équipe, j'ai 10 ingénieurs qui sont à temps plein sur, chacun ils ont une zone, et ils vont être en train d'optimiser, de se dire, voilà, j'ai un taux de coupure de 2%, il faut que je descende. J'ai un débit qui est de l'ordre de 10 mégabits par seconde en 3G. En 4G, j'ai des mesures, à moi d'essayer de tout faire pour optimiser ce réseau. Ensuite, j'ai beaucoup parlé mobile, toute la partie études, réalisation, production réseau, il y a beaucoup de fixes. Donc on est aussi là dans tout ce qui est IP. Il y a une partie RTC, mais on est quand même, les investissements RTC, on peut plus en faire beaucoup. Donc on est surtout dans l'IP. Donc ça c'est les DSLAM, ça va être les routeurs qui sont également au-dessus du réseau structurant. Donc sur chaque ville, on a peut-être une dizaine de routeurs. Donc à nous de les dimensionner, parce que si c'est mal dimensionné, les débits des clients vont plonger. Vous avez vu qu'on fait des offres maintenant à 500 mégabits par seconde. Du vrai 500, pas du 1 giga sur une box en RTC. Voilà, donc c'est tout ça, il faut le dimensionner, il faut le prévoir, et
c'est pareil, à nous c'est le boulot du PR. J'ai parlé déjà pas mal de la partie capacitaire. Voilà, on ajoute la 4G, c'est de la couverture, mais c'est aussi de la capacitaire parce que nos réseaux commencent à être très challengés. On est aux limites de notre spectre. Vous entendez parfois parler des bandes 700 MHz. Voilà, il y a une appétence pour des bandes de fréquence parce que nos bandes commencent à être saturées. Heureusement, on a les bandes 4G qui nous permettent de désaturer. On commence à avoir une bonne partie de notre... beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, le réseau 4G se charge. Parce qu'il y a une appétence pour les nouveaux smartphones. On va renouveler maintenant, tous les 18 mois, on a un nouveau smartphone. Une grande partie des gens sont passés déjà à la 4G. Donc il va falloir qu'on trouve aussi un moyen après de désaturer la 4G. C'est pas pour tout de suite, mais il faut qu'on le pense. Et un autre point, alors je vous ai parlé du poste à Clermont, donc c'est sur les collectivités locales. Donc on est aussi, on peut être maîtrise d'œuvre pour des projets avec les collectivités locales. Donc c'est le projet Auvergne très haut débit, on a peut-être entendu parler. Donc la région Auvergne a fait un partenariat public-privé, nous a délégué la construction du réseau. Donc c'est la région qui paye, le réseau lui appartiendra. Par contre on le construit et on va l'exploiter pendant ça doit être 20 ans ou 30 ans. Donc voilà, le poste à Clermont il est pour ça et on essaie de construire avec les collectivités. Les investissements, comme on l'a vu, c'est énorme, surtout sur la fibre, c'est 30 milliards d'euros pour fibrer la France. Même si on investit à 1 milliard à 2 milliards par an en France Orange, tout seul, c'est compliqué. Donc on fait des partenariats avec les collectivités. Donc là, on apporte toute notre expertise, tout notre savoir-faire sur la construction du réseau fixe. Voilà. Et alors, sur les postes, donc, on est à peu près moitié-moitié entre fixe et mobile. Donc on a 16 postes en tout, Bac plus 5, donc plutôt télécom et réseau, même si les personnes avec des profils informatiques peuvent nous intéresser, parce qu'on a toujours du développement à faire, on a toujours des outils à construire justement pour déployer, pour optimiser, pour voir comment on peut améliorer nos process. Et quand même avec une dominance télécom, il y a 8 postes sur le mobile, 3 à Marseille, du coup ça me fait 5 à Lyon. Et ensuite, les autres postes sont plutôt dans le domaine fixe, donc ça va être la conception, il y a des postes sur les DSLAM, construction des DSLAM, dimensionnement des DSLAM. On a des postes sur tout ce qui est IP, donc construction vraiment du réseau structurant. Et c'est des postes soit d'experts techniques, soit ça peut être des postes de chef de projet. Donc vous avez un projet déployé, le déploiement d'un routeur sur toute la France pour la montée en capacité. C'est vous qui allez être chargé, on vous donne un peu toutes les docs techniques, à vous de construire le réseau dans les meilleurs délais. Voilà. C'est plutôt un chef de projet technique. Oui, alors ce sera toujours technique, c'est toujours des postes avec une forte dimension technique. Par contre, il y a soit chef de projet, soit vous êtes plutôt expert. Sachant que d'expert, on peut très bien faire passer chef de projet, tout dépend après du caractère de la personne et de son appétence. Oui, en fait, je pose la question parce que pour nous, il y a quand même certains critères pour valider un projet de BFE. Il faut qu'il y ait un contenu technique. Ah, il y a forcément. Ça sera des déploiements techniques. Ça sera soit de l'exploitation, soit de l'optimisation mobile fixe. Soit ça sera du chef de projet, de conduite technique. Typiquement, c'est sur le projet Auvergne très haut débit, où là, vous allez piloter les sous-traitants, vous allez vraiment construire le réseau et après suivre sa réalisation sur le terrain. Donc c'est vraiment des profils d'ingénieurs qu'on trouve après. Vous êtes soit plutôt expert, soit plutôt dans la conduite d'activité, dans la chefferie de projet. Donc c'est tout à fait, ça correspond tout à fait pour un PF. Est-ce que vous avez des questions? J'ai endormi tout le monde. Est-ce que vous avez des questions du coup plus largement? On peut peut-être donner des éléments sur éventuellement le process maintenant. Donc, je crois que vous avez présenté plusieurs services au département avec des contenus techniques et puis certainement des champs d'intervention différents. Voilà. Donc le process, les séries d'entretien, les critères, etc. Alors déjà, tout à l'heure je vous parlais pour éventuellement faire savoir. Donc on a une adresse mail, job.grand-est@orange.com que je vous invite à noter, éventuellement à faire passer, je dirais, à qui pourrait être intéressé par le plan très haut débit. Alors en termes de process, on va dire qu'on va fonctionner en 3 étapes. La première, une étape de présélection qu'on a déjà fixée le 17 avril. Un premier rendez-vous, on avait dit que ça éventuellement. Pardon ? Par Skype, les
Alors, Ce sera à distance. moi je parle pour les personnes qui sont effectivement présentes, après on verra pour ceux qui sont en césure comment ça se passe. Et il n'y aurait pas une deuxième journée de disponible, à part le 17 avril? On pourra faire des sessions, je dirais, des sessions complémentaires, bien sûr, oui, vous inquiétez pas. L'idée, alors voilà, je vous parle du process en général, après les dates on les trouvera avec chacun des étudiants, vous inquiétez pas. Donc, en général, le 17 avril, donc on a une journée de présélection. On va passer toute l'après-midi avec les personnes intéressées. Donc on va réaliser des entretiens de présélection purement RH, donc sur vos motivations, sur votre envie de rejoindre Orange, et puis effectivement, je dirais potentiellement, je vous disais, sur les grandes catégories de métiers sur lesquelles vous êtes intéressé. Donc on a dit soit sur la partie plus informatique, système, soit plus sur la partie télécom, exploitation, soit sur la partie développement pur, puisqu'on a d'autres missions. Ou éventuellement, je dirais plutôt une notion de casquette de chef de projet. Donc on va vous poser cette question, on va vous parler, je dirais, d'Orange, on va vous demander de vous présenter, on va vous demander de parler de vous, de vos atouts, pourquoi Orange, pourquoi nous, et pourquoi on aura envie de vous prendre. Donc ça va durer à peu près une demi-heure par étudiant. Et de cet entretien de présélection, on va effectivement, je dirais, on va resserrer entre guillemets les débats. Suite à cette présélection, on va organiser des journées de recrutement, donc là, en relation avec nos managers, donc un deuxième entretien, donc on va dire qu'il va commencer à rentrer dans le technique, et puis je dirais avec un RH toujours, parce que c'est toujours des binômes technique-RH que vous aurez en face de vous. Et sur ce deuxième entretien, je dirais, il va falloir effectivement, séduire le futur manager recruteur, toujours sur votre envie et vos motivations à rejoindre le groupe. Donc ça, c'est un deuxième entretien. À l'issue de ces deux entretiens, effectivement, il va y avoir une shortlist. Et puis, à l'issue de cette shortlist, effectivement, on va faire des propositions de postes. Et les personnes qui seront intéressées par ces postes iront rencontrer le futur tuteur pour un troisième et dernier entretien. Donc le troisième entretien, il sera effectivement pour la personne recrutée, et il sera avec le tuteur pour effectivement, j'irai valider avec lui tous les aspects techniques et j'irai tous les aspects fiches de poste. Donc voilà, 3 étapes. Présélection, demi-heure, RH, pur avec nous, les recruteurs. Deuxième, un entretien un peu plus important de 3/4 d'heure, 1 heure avec les futurs managers recruteurs. Et à la fin, avec le futur tuteur, du poste. Si je peux vous... En fait, ces trois entretiens, pour l'instant on avait écrit que c'était plutôt 2, donc en fait c'est 3. Le troisième est un entretien de validation, si vous voulez, avec le tuteur. Ce qu'on dit, c'est sur le troisième, il faudrait éviter qu'il y ait vraiment une mésentente personnelle. Exactement. Voilà. 19 chances sur 100 d'être bon. On est d'accord. C'est d'accord. Pour prendre notre premier rapport avec le tuteur. C'est presque plus une première prise de contact. Exactement. Donc qui peut encore peut-être... si c'est validé manager RH, c'est compliqué que... Alors je reviens sur ce qu'on avait dit, et vous ne validez pas, pour les gens qui sont en année de césure lointaine. Alors ils ne sont peut-être pas là, mais il y a le premier entretien pourrait se faire à distance. C'est ça. Présélection à distance. Skype ou un autre moyen équivalent. Le deuxième, par contre, il faut obligatoirement qu'il soit en présence. Ça, c'est un peu embêtant pour les gens qui sont loin. Mais on a vraiment été aussi vite que possible, et on a été aussi vite que possible pour les élèves qui ne sont pas en année de césure, mais pour les élèves qui sont en année 4, de façon à ce que, soit si vous n'êtes pas sélectionné, soit si in fine c'est vous qui décidez de ne pas y aller, parce que ça, les entretiens, ils marchent dans les deux sens. Exactement. Vous ayez encore le temps de vous retourner et de prendre la décision soit d'aller en année 5, soit d'aller en césure ailleurs. Donc on a essayé d'aller aussi vite que possible, donc c'est plutôt nous qui avons poussé à ce que les entretiens soient le plus vite possible, de façon à vous laisser de la marge de manœuvre pour, si jamais vous n'êtes pas retenu, ou si jamais vous décidez de ne pas donner suite à une proposition. Maintenant, il peut y avoir des gens qui ont déjà pris des décisions, et ça c'est la vie. Les offres, le premier contact qu'on a eu, c'était quoi? C'était il y a un mois. Oui. Donc on a essayé d'aller assez vite quand même. Mais c'est vrai, pour essayer de vous résumer, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous veniez prendre une information et tout le monde n'est pas venu. L'entretien de présélection RH, effectivement, permet... vous, c'est le 17 avril, vous aurez un peu maturé, vous dites est-ce que je tente l'aventure ou pas, est-ce que ça m'intéresse? Et c'est là où du coup l'échange est aussi important, c'est-à-dire que vous pouvez être en questionnement et être en questionnement des recruteurs. Enfin, je veux dire, on est là, vous l'avez dit à très juste titre. Le but, c'est un peu de s'appairer
Et quand on recrute, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous trompiez et nous non plus. Donc c'est un moment d'échange plutôt franc et loyal, où vous pouvez avoir des doutes, des craintes, les partager. Le recruteur vous dit, ouais, là c'est juste, là effectivement vous pouvez avoir cette crainte-là, ça permet de bien s'ajuster. Le deuxième, j'allais dire, c'est l'entretien quelque part le plus important. Donc une fois le premier passé, vous êtes plutôt clair dans votre tête. Le deuxième entretien, c'est là où c'est le plus challenging, puisqu'il y a le manager, c'est la technique. Bon, là, c'est dans le dur, quoi. Donc, est-ce que je peux correspondre en termes de compétences? La posture, a priori, ça va, est-ce que ça match? C'est celui-là, l'entretien plutôt central. Le premier vous aide plutôt à vous positionner. Le deuxième, il est central. Et le troisième, effectivement, c'est plutôt la prise de contact avec mon tuteur. Et du coup, je confirme, allez, ok, j'y vais. J'allais dire, voilà, j'y vais avec bonheur, j'ai vu mon tuteur, pour moi c'est clair dans ma tête. Parce qu'il y a aussi quand même dans le nombre d'entretiens, la maturation et le temps qui est important, quoi. C'est quand on s'engage pour 1 an avec une entreprise, il faut que vous aussi vous soyez clair, et ça demande un minimum de temps, mine de rien. Et les 3 entretiens permettent de structurer chez vous aussi votre avancée et dire ok, je fais le pas suivant, ça marche, et nous aussi, vous voyez, c'est quand même assez important. Et du coup, effectivement, pour les étudiants qui sont en césure, qui ne sont pas là, on s'arrangera pour faire à distance. Par contre, l'entretien central, là, le deuxième, faut vraiment qu'il y ait que ça matche. Et puis après, si l'aventure, ceux qui sont vraiment très éloignés ne reviennent pas, parce que je peux comprendre que le billet d'avion, par exemple, coûte très cher, s'il reste des postes au mois de juillet qui reviennent au mois de juillet, ils seront les bienvenus, on fera le deuxième entretien. Voilà. Ça ne sera pas du coup dans le même délai, mais ça pourra se faire. Mais avec la limite, c'est que ce ne sera pas garanti. C'est-à-dire que si Orange a trouvé tous les profils, toutes les personnes qui souhaitent avant juillet, il se peut qu'en juillet, il n'y ait plus d'opportunités. Il y a une certaine probabilité qu'il y en ait, parce qu'il peut y avoir des gens qui lâchent en route, et vous pouvez vous-même dire, j'engage 90%, et puis j'en garde un tout petit peu pour même des arrivées un peu plus tardives, mais vous avez quand même un objectif aussi qui est de remplir le besoin à la date qu'il faut. Voilà. J'insiste quand même sur le premier entretien de présélection, ça va être un premier contact, donc c'est un entretien, ça se prépare. Surtout qu'il vous a donné les questions. Un entretien, ça se prépare. J'insiste, je le redis, un entretien, ça se prépare. Voilà. C'est important. C'est un moment d'échange avec une entreprise. Moi, je vois trop souvent des personnes qui arrivent et puis qui me disent effectivement, je suis au feeling, comme ça. Non. Vous êtes face à des recruteurs, vous êtes face au monde professionnel. Donc, que vous ayez des questions, bien entendu, on est là pour y répondre. Mais par contre, effectivement, qu'il y ait un commencement de projet mûri dans votre tête. Surtout en niveau Bac+5. C'est pour ça que d'ici là, si vous êtes suffisamment intéressé, encore une fois, venez voir. Comme ça, vous aurez en tête quelque chose de concret. C'est tout bête, mais... Profitez du fait que vous avez un certain nombre d'anciens. Oui, c'est ça. Plus, voilà, faites jouer le réseau. Est-ce que ce serait possible d'avoir une liste exhaustive des postes que vous avez proposés? Alors, je vous propose effectivement, c'est une question qu'on s'est posée, quand on va diffuser les postes, je vous propose de les diffuser une fois la présélection réalisée. On rentre dans un cadre RH, là, on va parler effectivement, je dirais, des motivations, du projet, de vos atouts. Et une fois qu'on aura passé ce cadre-là, effectivement, pour les personnes sélectionnées, là, on commencera effectivement à positionner des fiches de poste pour que vous ayez un scope global d'émission. Voilà, je préfère comme ça. Enfin, nous préférons comme ça, pardon. Pour toutes les questions, c'est moi-même qui relève la boîte, donc vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous m'adressez un email et puis derrière, je dirais, on vous répondra. Peut-être à défaut d'avoir la liste des postes possibles, on peut avoir une liste de technologies, de techniques nécessaires. Bien sûr. Mais ils sont pas diffusés. Ça c'est facile parce qu'elles sont dans toutes les fiches de mission qui sont décrites. Donc c'est liste 2. Je dis c'est facile parce que ces compétences-là sont listées dans toutes les fiches de mission. Donc l'Unix, le Windows, le PHP, le Java, le Perl, le machin, tout ça est explicité dans chacune le SQL. Enfin bon, c'est toutes les, je pense, les technologies ou les techniques que vous apprenez. Alors vous survolez peut-être pour certaines, mais... Après, vous avez des petites vidéos et des témoignages. Donc on a un site qui s'appelle orange.jobs.
sur lequel, en fait, vous avez à la fois un certain nombre d'offres. Alors là, on ne les met pas toutes pour le plan très haut débit, puisque ce sera après des offres génériques. Mais du coup, vous avez un certain nombre de témoignages. Alors nous, on met sur Dailymotion, on est Orange, forcément. Et du coup, vous avez des petites vidéos sympas qui vous permettent de voir justement tel ou tel métier. On a une très bien faite sur le métier d'ingénieur radio. C'est une personne de mon équipe qui l'a faite. Ouais. C'est voilà, chez toi Oui, c'est Jeanne. Elle est super, cette vidéo. Ouais. Si vous voulez voir un peu ce que c'est le métier, elle vous en parlera encore mieux que ce que j'ai fait. Et une bien sur le déploiement de la 4G aussi. L'acteur, c'était lui. Oui. Et donc, je suis pris chez Orange, je suis pris après les entretiens. Quel est le temps de présence chez Orange? Alors j'ai mon anti-sèche. Donc en fait, on va se caler sur le rythme de la 5e année existante. Donc du coup, vous serez à l'école de septembre en janvier, c'est-à-dire il n'y aura pas, j'allais dire, les gens qui ont le contrat pro chez Orange ne seront pas à part et décalés des autres. C'est en fait le même rythme. Donc de septembre à janvier, vous serez à l'école, mais vous aurez démarré votre contrat pro chez Orange et on verra pour faire sans doute une ou deux journées chez Orange dans cet intervalle-là. D'intégration, et puis ensuite entre février et août-septembre, qui est en fait le moment où vous deviez faire votre stage, à ce moment-là, vous serez en entreprise chez Orange, vous aurez déjà rencontré le tuteur, et puis vous aurez déjà ce que vous allez faire. Vous n'allez pas demander aux élèves de venir chez Orange, par exemple, pour la Toussaint ou pendant les vacances scolaires, entre septembre et janvier? Alors c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai qu'en plus dans le système alternant, il faut qu'on le creuse. Mais oui, j'avais pas pensé. C'est les salariés. Oui, mais là pour les congés scolaires, oui, du coup. Oui, ça oui. Alors après, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'est pas exclu qu'à un moment donné, il y ait 1 ou 2 jours dans cette période-là, ou peut-être 3 à passer chez Orange, et que peut-être par exemple un de ces jours sera pendant la période de Toussaint, qui permet de commencer à prendre un peu, par exemple, je connais pas mes connaissances de la future mission, et déjà se dire sur quel module de l'école il faut que je mette un accent fort, parce que ça c'est vraiment le cœur de ma mission. Sur les autres, je vous rappelle qu'il faudra quand même les avoir, on va être diplômé, mais ça peut être un peu différent. Donc c'est important, il n'y a pas de rythme fondamentalement différent, comme on connaît par exemple à l'intérieur de l'école, entre les ETI et les IRC. C'est en fait la formation ETI sur un rythme alternant presque de 6 mois, avec les aménagements qu'on a indiqués pendant la dernière année. Justement, vous avez dit ces aménagements, comme vous disiez, ça commencera exactement en septembre, il n'y aura pas, on ne fait rien cet été? Non. On démarre assez peu, quoi. Oui, exactement. Date de début de formation, date de démarrage du cursus académique. Alors ce qui signifie, ça je vois qu'il y a votre question, ce qui signifie que le stage d'élève ingénieur, il devrait être fait. Alors si maintenant vous trouvez un stage d'élève ingénieur de 3 mois, parce que je rappelle qu'on a ce stage d'élève ingénieur qui fait quoi, juin, juillet, août? Mi-juin, mi-septembre, à peu près, donc qui est de mi-juin à mi-septembre, qui peut être fait ailleurs, qui pourrait être fait chez Orange aussi, mais qui dans ces cas-là, c'est ce qu'on avait vu, ne serait pas a priori intégré dans la période de contrat de pro, parce que apparemment vous avez une contrainte qui est d'avoir des contrats de professionnalisation de 13 mois, et ça ferait trop long. S'il y avait à la fois le stage d'élève ingénieur, le semestre 9 et le PFE. Mais finalement, ça ne perturbe pas, parce que je dirais, vous, votre stage d'ingénieur, quoi qu'il en soit, il devait être terminé avant le début de votre formation académique. Donc finalement, on rentre dans ce même... La formation en vérité commence fin septembre, ça ne commence pas début septembre. D'accord. Dernière année, c'est le 22 septembre. Ça veut dire que le cas général sera stage d'élève ingénieur de mi-juin à mi-septembre, contrat de professionnalisation avec Orange qui démarrera à la date de début de la formation. Quinzaine de septembre, ou même à la limite de la date de démarrage des cours à CPE, ou alors après ça peut être ajusté quelques jours avant, si justement il faut passer quelques jours chez Orange avant, et puis ça couvre le semestre 9 et le semestre 10. La durée totale est 13 mois. Voilà, 12-13 mois, on affine. Hein. Oui. C'est qu'en fait, du coup j'ai du mal un peu à comprendre la différence entre si on avait fait une 5A normale, donc sans compter votre proposition, et après un PFE, et ce que nous proposez qui est plutôt une alternance de 6 mois, donc finalement je suis 6 mois à l'école et 6 mois en entreprise, donc ça me fait
J'entends pas la différence en fait. Alors, Oui. La grande différence, c'est que vous êtes, pendant S9 et SDIC, sous contrat. En Avec fait, Orange. C'est-à-dire que vous êtes salarié d'Orange, vous avez un engagement de faire votre PFE chez Orange. Donc, cet engagement, vous avez été sélectionné pour être sous contrat, vous êtes rémunéré. Donc c'est quand même, ça ressemble, et mais quand même, les conditions sont pas les et mêmes. vous avez une possibilité d'embauche derrière. 80%. C'est-à-dire que l'accord qui a été signé pour le plan très haut débit ne prévoyait pas, je prends des stagiaires, parce qu'effectivement, vous pouvez dire, moi je peux être à l'école, je fais mon stage de 6 mois chez vous, finalement c'est quoi la différence? Mais la grande différence, c'est que c'est les alternants, les 1000 alternants de plus, parmi lesquels on va proposer à 800 un CDI, et il ne s'agit pas de stagiaires. Donc il faut forcément rentrer dans un système de soit contrat d'apprentissage, et ce n'était pas possible, mais de contrat de professionnalisation, pour rentrer dans ce cadre-là. En fait, c'est une opportunité offerte, mais du coup, il faut rentrer dans ce critère légal de contrat de professionnalisation. Par rapport à une 5e année classique, ce qui change surtout, c'est que vous avez déjà votre stage de votre PFE, et vous êtes payé pendant tout le premier semestre. Et en plus, vous avez 80% de chance après, à vous de. Après, c'est si vous souhaitez signer CDI, mais vous avez 80% de chance de rentrer ensuite en CDI sur Orange. Par contre, c'est vrai vous que êtes y a pas avec une entreprise qui impose aussi un certain nombre de contraintes, de règles. Et du coup, ouais, on regardera, mais effectivement, Benjamin me soufflait qu'en contrat pro, en fait, vous êtes du coup salarié, du coup vous avez 25 jours de congé et pas forcément tous les congés scolaires, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Il faudra vérifier. Oui. Et en plus, en fait, ça va aussi impacter votre présence à l'école. Donc, vous serez obligé d'être présent à tous les cours, à tous les DP et de saigner. Ah oui, ça c'est sûr. Et pourquoi c'est pas le cas sinon? Moi je découvre. D'accord, c'est pas ça. C'est pas toujours respecté. Bon. Ouais, le contrat de professionnalisation, c'est une disposition légale qui a un certain nombre effectivement de règles. Sinon, ça ne matche pas. Et donc, une des règles, c'est effectivement la présence. Donc, je ne savais pas, mais alors ça, c'est sûr, c'est indiscutable, c'est présence au cours. C'est évidemment présence en entreprise. Et c'est aussi, notamment, dans les 2 premiers mois et les 2 derniers mois du contrat, notamment quand vous commencez par l'école, ce qui va être votre cas, une présence au moins de 2 jours en entreprise. C'est pour ça que M. Pigneux disait, on verra comment on s'ajuste. Mais forcément, à un moment donné, dans l'agenda, dans votre calendrier, il y aura 2 jours en entreprise. Sinon, j'allais dire, ça n'a plus de valeur de contrat de professionnalisation. Et du coup, ça n'a plus d'intérêt ni pour vous, ni pour nous. Enfin, ça n'a plus d'intérêt, entre guillemets. Donc, je veux dire ça, on va donc rentrer forcément dans le cadre légal. Est-ce que ça va impacter le nombre de stages de PFE que vous allez proposer aux autres élèves qui vont suivre une scolarité normale et chercher leur PFE en janvier, février? Est-ce qu'il aura moins de PFE? Non, parce que l'engagement qu'on a, c'est en fait de continuer à prendre chaque année 2500 stagiaires. Voilà. Donc, après, alors, je dis ça, c'est a priori, enfin, donc on aura bien 2500 stagiaires. Maintenant, sans doute que là, c'est clairement, c'est 1000 alternants de plus. Ça va permettre aux différents managers, et sans doute que vous, du coup, vous avez fait moins de demandes de stagiaires, j'imagine. Non, t'as fait... Pour ça, j'allais aller dans Ah le oui sens, mais au contraire, je souhaite avoir des apprentis et des stagiaires, Et voilà. un maximum de stagiaires. Parce qu'en fait, C'est-à-dire ces que ça développements-là correspond chez vous à une forme de surcroît d'activité pour la mise en place de ce plan, et donc de surcroît de recrutement, et que ce n'est pas un transfert de stage vers une autre forme. En tous les cas, pour mon cas, c'est sûr que non. Ah non, mais Après, ça peut peut-être... Non, alors ça c'est sûr, parce qu'en plus, on a vraiment un engagement en fait, de maintenir notre niveau de stagiaire. Maintenant, est-ce que ce sera du coup un peu plus sur d'autres domaines, mais pas majoritairement non plus? Notre cœur de métier chez Orange, là clairement, il est quand même sur le domaine, on le voit bien, enfin là on est challengé, c'est sur le domaine réseau, pas que là, mais notamment réseau et puis recherche. Donc ce sera un pouillème, s'il y a une baisse, ce sera peut-être 5%, mais qui sera du coup compensé par ailleurs, mais a priori... Je vais reprendre un peu ma casquette de méchant, bien entendu. C'est bien faire. Ça. Bien entendu, l'embauche est assujettie à la réussite de votre diplôme. On est bien d'accord. Et bien entendu, à un caractère irréprochable de votre alternance au sein d'Orange. Voilà, enfin, ça va de fait, hein, j'imagine, mais on ne vient pas chez Orange pour passer une année sabbatique et puis toucher tous les mois son salaire. Voilà. Pour la validation, à la fin, en fait, pour l'évaluation de stage, nous, il nous faudra une note à la fin. Comment ça va être organisé, en fait, cette évaluation? Avec le tuteur.
Il va y avoir une proximité tuteur. Et puis il y a une soutenance aussi. On va l'organiser. Ça sera pas très différent. Ouais. Non, Ça, je dirais, c'est plus absolument des pas. questions internes qu'on traitera après. On peut peut-être prendre des Un apprenti, questions, là. un apprenti chez nous va à un sujet, enfin de la même manière, hein, je dirais, c'est un apprenti, quoi, donc il va avoir un sujet à traiter et il devra soutenir, il devra soutenir son sujet en fin de. Exactement. Oui. Il y avait une question ici. Je voulais savoir pour ceux qui souhaiteraient vous proposer des CDI après contrat professionnalisation, mais pour ceux qui souhaiteraient faire un master spécialisé, ensuite après la 5A, est-ce que c'est possible aussi d'avoir un CDI? Alors, vous êtes libre, hein, vous faites un contrat de professionnalisation, on signe pour 12 ou 13 mois, après vous êtes libre. D'accord ? Donc après, nous, on fait ou pas une proposition, et si on vous fait une proposition, vous êtes libre de refuser en expliquant votre raison ou pas votre raison. Enfin, je veux dire, mais en général, enfin, des contacts se sont faits. En plus, vous allez forcément maturer pendant cette année-là, discuter avec votre tuteur, votre manager, qui pourra vous dire, bah ouais, t'as raison, ce master-là, c'est vachement bien fait-le. Ou enfin, je veux dire, ça, c'est vous qui trancherez, quoi. Est-ce que, par exemple, si on a une proposition, est-ce que c'est possible de faire le master et ensuite le CDI chez Orange? Alors, juste pour information, effectivement, peut-être la question est pertinente parce qu'effectivement, ces embauches seront proposées sur les 2 années à venir. Donc, 2014-2015 et 2015-2016. Donc, effectivement, en 2015, quand vous aurez terminé votre année, se posera peut-être la question, parce qu'on va prendre des alternances sur 2 ans, se posera peut-être la question de se dire, bah tiens, il y a un projet qui va bien avec l'unité, en continuant en master, pourquoi pas? Je dirais, vous rentrez complètement dans le cadre, puisqu'on va prendre des alternants, Master 1, Master 2 aussi, hein, qui vont faire 2 ans chez nous en alternance. Donc là, vous êtes sur une année, pourquoi pas poursuivre sur un Master complémentaire l'année suivante, si ça rentre dans les critères, je dirais, hein, et puis terminer par une embauche à la fin. Je pense que ça sera des cas particuliers, mais c'est possible. Ça faudra que ça fasse l'objet d'un accord individuel. Exactement, exactement. Un projet encore, un projet en... Tout à fait. Et disent finalement, je préfère au fond retarder votre embauche d'1 an, votre caractère opérationnel, parce que par ailleurs la formation complémentaire m'intéresse aussi. Mais il faut que ça la désintéresse aussi, quoi. Bien sûr. C'est des choses qui, d'expérience, sont possibles chez Orange. En tout cas, moi j'ai commencé par un stage de fin de DUT de 2 mois. J'ai réussi par la suite... après, c'est toute une histoire de prouver ses compétences, mais j'ai réussi après à intégrer en alternance pour 3 ans, et enfin en CDI. Donc, à partir du moment où on prouve sa valeur, je pense qu'il y a des passerelles possibles, et enfin, je pense que j'en suis la preuve. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y avait quelqu'un qui demandait à parler. En fait, c'est juste un peu pour approfondir la question de mon camarade. Tout à l'heure, vous me parliez au début des écoles métiers, on avait 17. Oui. Alors, je ne sais pas du coup dans ces écoles métiers si c'est que des écoles techniques ou est-ce que c'est des Non. écoles... Non, il y a des écoles de la distribution pour les personnes qui sont à la vente en agence physique notamment. Il y a une école RH aussi. Donc il y a l'école des métiers techniques, en l'occurrence qui vous concerne, mais les 16 autres ne sont pas sur ce domaine-là. Ouais. D'accord, c'est pas des écoles forcément de commerce ou de business comme Lyon ou... Ah non, ce sont des écoles internes. Ouais. Internes. Quand on parle d'école métier, en fait, c'est qu'on a nos propres formateurs, nos concepteurs métiers. On a une véritable école des formateurs. On y va physiquement, quoi. Voilà, on a une école aussi pour nos managers qui est Orange Campus et qu'on a notamment aussi au Kenya, enfin qu'on a ouvert dans le monde. Enfin, on a des écoles pour nos managers aussi. Donc ouais, non, c'est pas ces écoles-là. En fait, quand on est salarié Orange, et là je pars un petit peu d'après, en fait, on est complètement acteur de sa carrière professionnelle. Ça veut dire que, je dirais, aujourd'hui, vous êtes embauché en tant que, je sais pas, ingénieur à l'UPR, à la DECI, réseau. Hein. On va prendre l'exemple d'Arnaud. Hein. Exactement. Et puis, demain, vous décidez, j'ai envie de faire une carrière commerciale. Ces écoles métiers vont vous former. On va vous faire passer un processus de recrutement interne, ce coup-ci, et on va juger un potentiel. Et ces écoles métiers vont vous permettre de vous former, je dirais justement, sur ce nouveau métier qui ne correspond pas du tout à ce que vous faites actuellement, mais qui correspond à une envie, une motivation. Et c'est possible, c'est complètement possible. Mon cas, j'étais à la DEPFS, je faisais du projet, je suis passé au RH. Profil technique, j'ai eu envie à un moment donné de faire des ressources humaines. J'ai intégré un parcours de ressources humaines, et effectivement, maintenant, je fais des ressources humaines. Voilà. Ça répond je pense que ça répond un petit peu à... Ça, si je peux faire une remarque, je me souviens quand j'étais dans l'entreprise, c'est souvent l'intérêt de travailler dans des grosses entreprises, hein, et c'est le cas d'Orange, c'est-à-dire que vous avez des parcours et des moyens de formation internes qui sont assez importants. Et c'est vrai que dans ces grosses entreprises-là, après sélection et épreuve, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la demande, hein,
vous avez pas mal d'opportunités de changer de métier, de changer de région. Et ça, c'est le gros atout, de travailler dans des grosses entreprises. En général, la contrepartie, si je peux dire, de cet atout, c'est parfois dans des grosses entreprises, il y a aussi peut-être un peu plus de lourdeur dans des procédures. Et puis comme c'est gros, justement, il y a parfois un peu de compartimentage des compétences. Parce que comme c'est des grosses entreprises, elles ont dans chaque domaine des compétences très fortes. Et donc des gens qui aiment bien faire un peu de tout, s'y sentent parfois moins bien, parce que faire de tout chez Orange, c'est impossible, parce que c'est tellement grand. C'est là où... Voilà, donc ça, c'est parfois la balance entre une grosse entreprise qui peut avoir tendance à spécialiser un peu plus au début, parce qu'elle est assez profonde et pointue dans son domaine, mais qui en même temps permettra des évolutions que d'autres entreprises de taille plus faible ne permettront pas, parce qu'elle n'aura pas l'envergure, elle n'aura pas les métiers. Mais par contre, peut-être parfois des entreprises de taille plus faible peuvent donner des choses un peu plus versatiles, parce qu'il y a moins de spécialistes, il y a moins besoin de spécialistes dans chaque domaine. Ça, c'est une question de choix individuel. Deux points sur ce que vous dites. Pour mon exemple, donc, je suis rentré il y a 3 ans, j'ai fait 3 postes. Je pense dans beaucoup de... Voilà, je suis rentré en tant qu'expert, j'ai fait du projet, et ensuite je suis passé manager. Voilà, donc, à chaque fois, on est accompagné par des formations, justement par Orange Campus, où ça nous permet de monter en compétence, que le management, c'est complètement différent de la partie technique. Voilà, et on est justement aidé, c'est la force d'Orange. Après, sur la partie silo, alors oui, on a des silos entre les différentes unités, mais ce qu'on se rend compte, c'est dans l'expérience client, de plus en plus, il faut voir transverse. Il faut qu'on arrête de faire ça, parce qu'on se rend compte que chacun, ça va très bien marcher. Par contre, à l'interface de tous, c'est là où ça ne marche pas. Et on a quand même cette liberté de pouvoir... en fait, on est acteur de son poste. Vraiment, le poste, c'est chaque personne, c'est chacun qui le construit. Alors, on a forcément des guidelines, des choses dans lesquelles on est un peu contraint, mais on peut faire... voilà, moi, je faisais de l'accès, donc j'étais vraiment sur la partie radio terminale. On peut très bien travailler avec la DECI, et tout de suite, on monte en compétence, et on va justement faire toute cette partie transverse. Et c'est ça qui est vraiment... C'est ce qu'on attend d'un ingénieur aussi, c'est pas forcément d'être que expert dans ses compétences, c'est de travailler en transverse, c'est de faire du projet. Et c'est ce qui est intéressant dans les parcours, et dans ce qu'Orange peut apporter. Pour le bien ou le moins bien d'Orange, chacun se positionnera. De toute façon, on ne va pas vers une croissance d'effectifs, on va plutôt vers une contraction des effectifs. Et ça, pour ceux qui étaient, je dirais, des fervents défenseurs du mode cheminée, ça devient juste plus possible. C'est-à-dire que ça devient une nécessité absolue, que justement de travailler en transversalité ou en multicanalité, comme on dit, pour les réseaux qui sont face aux clients. Donc aujourd'hui, ne pas se parler ou ne pas... je dirais être hermétique à tout ce qui peut se passer autour de soi et de son poste en particulier, c'est plus possible. Donc vraiment, quand je parlais tout à l'heure de personnes curieuses, motivées, il faut aussi des personnes ouvertes et en capacité et être bien prêtes à se préparer à travailler sur des postes où ils vont avoir effectivement une spécialisation. Certes, on va leur demander quand même d'être un spécialiste de la radio, par exemple, ou un spécialiste de la plateforme de service. Mais aujourd'hui, les projets, ils se travaillent tous, de plus en plus, chacun à son poste, en coordination avec des exploitants, avec des builders, avec le milieu de la vente, avec tout un tas de services comme ça qui font que de toute façon, vous allez avoir un regard de plus en plus complet sur le monde de l'entreprise. Parce qu'effectivement, on était, on va dire, très mammouthesque il y a quelques années. On l'est de moins en moins. Et aujourd'hui, on a des mouvements internes de réorganisation en ce moment qui le confirment. Tout ce monde-là se rapproche. Donc on va de plus en plus vers une vision un peu plus de bout en bout et un peu moins simple maillon d'une chaîne. Même si c'est encore le cas. Pour caractériser à nouveau le vue de l'extérieur, je ne pense pas qu'il y ait d'entreprise au monde qui ait subi plus d'évolution qu'Orange. C'est-à-dire que, moi, quand j'étais petit, il y avait encore un truc qui s'appelait les PTT. Voilà. C'était une administration, c'était même pas considéré comme la plus violente quand même des administrations. Et il n'y a pas d'endroit où un système public administré soit en aussi peu de temps allé dans un des secteurs qui est aujourd'hui les plus compétitifs du monde. Parce qu'aujourd'hui, les secteurs de la téléphonie et des services, c'est à peu près là où il y a la concurrence la plus forte. Donc c'est vraiment certainement une entreprise qui a vécu une mutation extrêmement, ce qui peut expliquer parfois à un moment. Et en même temps, c'est un secteur extrêmement compétitif, donc c'est extrêmement intéressant de se former là-dedans, parce que ça apprend la compétition, et ce, allié avec une technologie qui évolue. Il y a des endroits qui sont très compétitifs, mais avec des technologies qui n'évoluent pas tant que ça. Donc la compétition va se faire par exemple au niveau commercial, au niveau prix,
Là, on est à la fois sur énormément de compétition prix entre les opérateurs, mais aussi dans un domaine qui, technologiquement, tous les 3 ans, on fait quasiment table rase, peut-être pas tout à fait, mais enfin une bonne partie de ce qui s'est fait. Je dirais même plus vite que ça. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont dans ce niveau à la fois d'évolution technologique et de grande compétition. En fait, ce qu'on demande, c'est de plus en plus une plus grande agilité, que ce soit dans nos modes d'organisation, dans nos modes de pensée aussi. Enfin, c'est pour ça qu'il y a un grand projet chez Orange qui est la digitalisation, évidemment, vous allez me dire, où effectivement on bascule dans le monde digital, donc très collaboratif. Comme le disait Walter, il y aura de moins en moins de mails et on sera de plus en plus finalement sur des systèmes au fil de l'eau, plutôt comme des chats ou dans des blogs, quoi. On sera de plus en plus là-dedans. Juste pour vous citer un exemple, parce qu'à la fois on est aussi titanesque, ok, on est 100 000 en France, et à la fois on est capable d'être hyper agile. À Lyon, il y a un service, ils sont 5. C'est une start-up. Enfin, on a eu des étudiants d'une autre école d'ingénieurs qui sont venus en disant « c'est génial, c'est une start-up que vous avez montée ». Ça ne nous apparaissait même pas forcément en fait. Donc c'est quelqu'un chez Orange Business Services qui a dit mais finalement le poste de travail évolue, le micro pour les professionnels on aura de moins en moins, ça va être de plus en plus les smartphones ou la tablette. Et en fait la tablette, qui assure le SAV, qui configure pour que, parce que moi là, le poste de travail que j'ai aujourd'hui chez Orange, je ne peux pas avoir le même sur la tablette. Le design va changer, enfin forcément, les configurations ne sont pas les mêmes. Or, on va tous basculer, enfin, tout le monde entreprise va basculer du micro vers la tablette. Et donc, quels sont les gens finalement qui donnent clé en main une offre sur mesure en disant « Ok, moi vous êtes X, je vous configure, je vous commande des tablettes, je vous les configure, je les envoie à vos utilisateurs et j'assure la hotline. » Donc ça, c'est quelqu'un chez nous à Lyon qui a eu cette idée-là. Il a eu le go en disant bah, « Ok, bosse dessus ». Il a pris 4 techniciens qui ont commencé à travailler là-dessus, qui ont pris des tablettes, qui sont formés, qui ont toute leur gestion que sur des systèmes, ils ont pris que des applis open source, ce qui pour nous est assez révolutionnaire, parce qu'en général, nous, quand on a besoin d'applicatifs, on les développe forcément. Il y a tout un tas de sécurité. Là, ils ont pris vraiment comme une start-up tous les outils open source, ils ont développé leur truc, et ils viennent de décrocher, donc ils ont un peu moins de 6 mois, ils viennent de décrocher tout le marché de Darty. C'est-à-dire que maintenant, quand vous irez chez Darty, les vendeurs, ils ont leur tablette. Et en fait, ce sont des gens de chez nous. Donc ils sont 5, ils sont à Lyon, ils ont développé ça. Donc on est 100 000, mais on est capable d'avoir des gens qui portent une idée, on leur dit « Ok, banco », et ils sont 5 qui font ça. Et enfin, moi, ça me fascine. Parce qu'effectivement, quand je me dis « Mais on a 5 gars ici sur les 100 000 », et ils ont monté ça, et tout Darty va être équipé de tablettes, et c'est eux qui gèrent. Alors évidemment, ils sont en train de grossir. Du coup, ils m'appellent tout le temps en me disant « Moi, j'ai besoin de recruter, j'ai des nouveaux marchés, comment je fais ?» Ils bossent quasiment qu'en anglais. Et en fait, bah voilà, c'est là, c'est un service de proximité, ça aurait pu être l'une des personnes là, quoi. Donc c'est une grande agilité, et du coup, la faculté de dire à un moment donné, j'y vais, puis qu'on donne le go, l'entreprise dit « Allez, banco, on va voir, de toute façon, c'est effectivement le modèle de demain. » D'ailleurs, les ingénieurs informatiques, enfin avec profil informatique que je recherche, c'est dans cet esprit-là. C'est-à-dire que la petite unité de 2 apprentis plus 2-3 stagiaires en permanence, c'est pour agir comme une start-up. D'un point de vue, je crée, j'invente, j'arrive à trouver, je suis en veille en permanence sur ce qui existe, sur ce qui est utilisé par le plus grand nombre pour développer un peu les nouvelles pratiques, nouvelles technos, nouveaux usages au sein d'exploitants qui, encore une fois, travaillent avec des outils formidables, mais un peu plus lourd, un peu plus historique, avec des inerties. Il y a certains outils, c'est 18 mois, 2 ans, une évolution, on vous la fournit 2 ans après. Donc voilà, je recherche un esprit start-up pour ces 2 ingénieurs informaticiens-là. Mais c'est bien que vous ayez cette analyse et cette vision. Je ne dirais pas que c'est surprenant, parce que nous aussi, des fois, on a une image un peu erronée de comment le monde de l'éducation peut nous percevoir. Mais effectivement, c'est une entreprise assez remarquable qui finalement a beaucoup évolué sans trop ralouiller, quoi, quand on regarde bien. Par contre, ce qu'on voit aussi, quand je parlais d'autonomie et de transformation du poste de travail, les gens qui sont restés un peu ancienne mode, entre guillemets, je ne jette pas la pierre, ils sont de plus en plus en difficulté. Donc aujourd'hui, le niveau d'exigence sur le poste de travail en tant que tel, la personne qui pouvait vraiment faire que de la supervision basique, je détecte une alarme, je crée un ticket, j'envoie au suivant, ça n'existe presque plus. Et donc ces personnes-là sont un peu en difficulté quand elles n'arrivent pas à accéder justement aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques, aux nouveaux usages. C'est une page qui se tourne. Le plan que vous proposez, c'est juste pour l'année prochaine. Il n'y aura pas un autre plan pour l'année qui après.
On n'a pas de visibilité. Ouais. Maintenant, on espère que ça sera toutes les années. Mais bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, on vient pour ce plan très haut débit 2014. En espérant que, je dirais, il y ait d'autres petits par la suite, quoi, et d'autres besoins. Il dure 2 ans, hein, donc on peut encore prendre l'année prochaine une série de personnes sur Non, le recrutement est que sur cette année. Ouais. Le recrutement est sur 2014. A priori, ce plan très haut débit est bien one shot. En fait, on va recruter, c'est 1000 alternants qu'on va recruter cette année. On va en recruter une partie en 2015 et une partie en 2016. Donc voilà, il y a des cursus sur 2 ans, parce que là, on vient avec les postes d'ingénieurs, mais on a parlé en début de présentation des cursus sur 2 ans, les BTS, les DUT, vous partez de bac et vous les emmenez jusqu'à bac plus 2, donc on leur laisse aussi l'opportunité à ces cursus-là d'être embauchés au bout de la 2e année. Pour les ingénieurs, c'est voilà. ça. Oui. Et tout le pire qu'on peut nous souhaiter, c'est que vous revenez l'année prochaine en nous disant ça a tellement bien marché, on a pris tellement de parts de marché. Voilà, oui, on vous le souhaite. On se le souhaite et on le souhaite aussi pour les étudiants. Mais franchement, c'est une belle expérience pour nous à vivre. Donc si on le fait une 2e année, on signe tout de suite nous aussi. Donc les élèves envoient leur CV. Alors, les élèves qui sont intéressés vont se rapprocher, voilà, et ils rentreront dans ce cursus de présélection. Oui, ils vont se rapprocher quoi? Moi aussi, j'ai pas compris la fin de la phrase. Je me souviens plus non plus. Voilà. De tard, d'accord. Donc voilà. la première chose, c'est que vous signalez à tard, de façon à vous intégrer dans le processus de sélection du 17 avril. Pour éventuellement, on fera des exceptions, et ça on le verra. Et par rapport juste à cette information, donc j'ai un petit papier où j'ai répertorié donc les listes pour le 17 avril. Ça serait sympa de vérifier si vous êtes sur la liste. Voilà. Lors de l'entretien. Mais attendez, du coup, est-ce qu'ils envoient courrier et Non, moi c'est pour des questions. Voilà, j'ai besoin de compléments d'information. J'ai mon ami qui veut faire un cursus. Est-ce que c'est voilà, disposition. C'est pas une offre générique qui aboutit dans n'importe quelle boîte web. C'est moi qui la relève. J'ai une autre question. Là, en sortant de l'amphi, je suis pas au clair, donc je vais pas voir tâche. Du coup, je vais vous revoir lundi, mardi, mercredi, vous êtes à ma dispo, ou j'envoie là? Non? C'est une question. Est-ce que forcément je viens vous voir, ou est-ce que, non, moi je mets 4 jours avant de me poser la question, de bosser mon truc, et du coup j'envoie tu vois, c'est quoi? Le point d'entrée unique? Le point d'entrée unique, c'est tard, qui va effectivement nous donner une liste avec les étudiants pour le 17 avril après-midi. Hein. On travaillera avec le tard. Le point central, c'est tard. Admettons que je vois 20-25 candidatures. Planifier la journée du 17, il y en a peut-être qui vont dire moi le 17 c'est impossible, etc. On le gérera pas. Il y en a peut-être qui j'ai été mis sur la liste, mais en fait ça m'intéresse plus. On est déjà à 25, voilà. Oui, donc on fera une autre date. Pour les étudiants à part, on verra. Alors par contre, s'il y a un point important, le jour de la présélection, vous venez avec CV, lettre de motivation, bien entendu. Il y a une question par là. Non. C'est juste par rapport au deuxième entretien en fait. Pour moi, vous n'avez pas parlé de date, donc j'imagine que c'est pas. Alors, on a plusieurs dates de fixées déjà. Effectivement, ça va vous demander un effort aussi. Alors, parce que on n'est pas flexible. Hein, on va positionner. On a déjà 4 dates de positionner. Alors, je ne les ai plus en tête. Le 22 avril, le 25 avril, le 13 mai et le 16 mai, je crois. Déjà, boum, c'est cadencé. Donc on va effectivement, ça sera pour les étudiants qui seront effectivement présélectionnés, on les positionnera sur ces dates-là. Les réponses par la suite de ce deuxième entretien, en fait, ça conditionnera possiblement la recherche de stage de 3 mois. On va être réactif. Parce qu'on est bien conscient que vous derrière, c'est un impact. Donc effectivement, ce deuxième entretien terminé, on aura déjà quasiment, je dirais, des personnes à qui on voudra proposer des contrats. Et à partir de là, on le fera. C'est-à-dire que le 22 avril... C'est-à-dire qu'on n'attendrait pas la dernière série d'entretiens le 16 mai pour répondre à tous. C'est-à-dire dès le 22 avril, à la limite le 24. Absolument pas. On a vu 10 personnes, il y en a... On est conscient de vos impératifs, on a aussi nos propres délais. Donc dès le 22 avril, on commencera à proposer des contrats. Pour ceux qui passeraient, mettons, le 16 mai, pour trouver un stage en un mois, le 16 mai. Vous avez bien dit qu'il y avait un deuxième entretien le 16 mai pour certains. Pour ceux qui passeraient le 16 mai, comment ils feraient pour trouver un stage en un mois et le faire quand est-ce que pendant l'été? c'est vos périodes de stage?
Mais nous, là, il faut chercher ce stage. Oui, il faut le chercher. Oui, on a dit, Oui, ce stage, de toute façon, il va être, voilà, il n'influe pas sur le contrat. Ça ne change absolument C'est la base. Moi, je pense que je suis pas le seul. À la base, je pensais faire une césure. Maintenant, il y a cette offre qui arrive. D'accord. Du coup, de base, je pars de zéro sur la recherche de stage de 3 mois. D'accord. Et j'ai toujours mes jeux de césure en attente. Et peut-être que du coup, je prends D'accord. le temps de savoir si je suis avec Orange. D'accord, d'accord. Alors ça, il faudra effectivement à ce moment-là, en présélection, donc le 17 avril, c'est demain, donc stipuler que vous êtes vraiment, je dirais, sur le caractère d'urgence, de façon à ce qu'on vous positionne sur la première série le 22 avril. Est-ce qu'on est dans le... Enfin, on ne peut pas faire beaucoup plus vite. Hein. Vous voyez, on est déjà quasiment un délai à 2 mois. Vous imaginez un peu le... donc 22 avril, on vous positionnera de façon à gérer avancer. Quoi. Et on a été rapide parce que en fait vous allez faire ce type de proposition à d'autres écoles et à d'autres écoles d'ingénieurs et à des masters, et en fait c'est la première réunion. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aller le plus vite possible, justement en connaissant vos contraintes, mais on ne peut pas la changer. Vous avez la chance quand même d'être dans un domaine où l'expérience montre, compte tenu du volume d'offres d'emploi qu'il y a dans vos secteurs, dans vos domaines où on trouve des stages relativement facilement et relativement vite. En tout cas, beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite que les chimistes à l'école, qui eux, en général, doivent prendre des engagements très longtemps à l'avance parce qu'il faut qu'ils suivent beaucoup d'offres, il y en a plutôt moins. Mais voilà, Pardon ? C'est vrai pour les stages de dans les stages de 3 mois. La césure, elle démarre quand pour vous à peu près, grosso modo? Ce serait de juillet à juillet ou de juillet à juillet. Ah oui, c'est vrai que les étudiants Sachant que ça c'est un autre sujet, mais avec la direction des études, on aurait plutôt l'intention on souhaiterait plutôt les retarder ces départs de septembre à septembre. Parce que c'est souvent beaucoup trop tôt avant les examens finaux. Du coup, ça met énormément de pression sur cette fin d'année qui est bonne ni pour vous ni pour nous. Et accessoirement, et accessoirement, vous ne prenez plus de vacances. Et on pense que ce n'est pas forcément complètement à votre bénéfice. Même si on sait que les entreprises ont tendance à vous dire, en gros, dès que vous avez vos notes et tout ça, on vous attend le lendemain matin. Mais il faut qu'on puisse résister un petit peu à ça, parce que sinon les choses s'enchaînent vraiment très rapidement. Vraiment, on a été aussi vite que possible. Moi, je remercie les gens d'Orange d'accepter justement de tenir compte de ces urgences pour faire la planification. Après, il y aura des petits risques à prendre à un moment donné. D'autres En tout cas, on est ravis de savoir que ça vous pose un problème maintenant que vous nous ayez entendu. Ça veut dire qu'on a, le projet commence à... Alors après, voilà, c'est un projet professionnel. Je pense que c'est deux choses effectivement qui sont complètement différentes et je crois qu'il va falloir mettre un choix numéro 1 puis un choix numéro 2. Ah non, je crois tout à fait, mais souvent, comme vous dites, vous faites votre possible que ce soit plus rapide. Mais du coup, si on est accepté par votre programme professionnel, on a les contraintes du type d'école, du stage ingénieur à combler. Et faut pas forcément être facile. Ça, le 3 mois, c'est pas le plus facile à trouver. Il faut essayer. C'est pour ça qu'il faut réussir l'entretien. Non, c'est vrai que idéalement, ça aurait été mieux si on n'était pas en avril, là on est en train de discuter, qu'on était en octobre ou en novembre. Ça serait bien plus agréable, mais voilà, la vie c'est qu'on est en avril, que ce que je disais, ils sont sur des rythmes de prise de décision, d'exécution des décisions. Normalement, notre campagne d'alternance, elle démarre nous, en tout cas en recrutement, elle ne démarre pas avant mai, on est plutôt sur le mai, parce que les jurys d'admissibilité, ils sont au niveau des écoles d'ingénieurs, c'est mi-avril. Donc là, on est vraiment, nous on est en amont et on est conscient que ça nous pose problème. C'est un petit peu plus compliqué chez nous à cause de cette possibilité d'aller de saison, ça c'est vrai. C'est la vie, en même temps c'est un intérêt de l'école. Ça, on va demander.